Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Nicolas Paciello. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors c'est un épisode un peu spécial parce que c'est vrai que dans ce podcast, j'ai l'habitude d'inviter pas mal d'entrepreneurs et le principe de Génération Do It Yourself, c'est vraiment, comme on en parlait à l'instant, de parler avec des gens qui se sont lancés. Et toi, tu es chef pâtissier, donc j'aurais même dû te présenter comme chef Paciello peut-être. C'est ça, non, je suis chef pâtissier. Ouais. Chef pâtissier donc à l'hôtel Prince de Galles. Oui. Depuis maintenant 2 ans. Et après un beau petit parcours. Ouais. Et donc justement, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Alors, je suis originaire de Moselle. D'accord. Je suis vraiment frontalier, donc la ville Forbach, vraiment frontalier allemande. J'ai toute la famille là-bas. J'ai commencé mon apprentissage là-bas, donc je suis sorti de 3e et j'ai commencé un apprentissage en pâtisserie. J'ai personne dans la famille qui fait ce métier-là. J'ai des parents bosseurs. Néanmoins, pas du tout dans le métier de la bouffe. Donc moi, en voyant ma mère faire les gâteaux le week-end, je suis tombé là-dedans. Et voilà, aujourd'hui, j'ai gravi les échelons et puis maintenant, j'habite Paris et je suis chef pâtissier dans l'endroit où j'avais toujours envie d'être. Et alors, tu dis des parents bosseurs, ça veut dire ils travaillent à leur compte ou Oui, j'avais mon père il avait une société d'ambulance. D'accord. Donc il roulait beaucoup. Il était taxi ambulance en plus en dehors de Paris. Il se levait tout le temps. Enfin, je le voyais pas souvent. Il partait tôt le matin, il revenait tard le soir. Donc j'avais cette culture-là du travail entre guillemets. Ma mère elle était nourrice, mère de foyer. On était 4 enfants, mais mon père je le voyais quasiment peu et j'avais beaucoup d'estime pour ça. Enfin pour moi c'était ça la vie, c'était bosser. Enfin donc quand je leur ai dit que je voulais être pâtissier, ils m'ont dit ok, sauf que passer devant une boutique où il y a des gâteaux et derrière c'est différent, donc on va te mettre en stage pendant tes vacances scolaires. Ouais. Et tu vas voir, t'en feras ton propre truc. Mais et ça c'est justement les choses qui moi m'impressionnent parce que beaucoup de gens que je reçois sur ce podcast ont un parcours où finalement qui est finalement assez classique, c'est-à-dire tu vas au collège, tu vas au lycée, tu fais des études, ingénieur ou commerce, et puis après par un hasard fortuit, tu te retrouves dans un truc, et puis finalement tu le fais, et puis finalement tu peux te retrouver passer d'un business sur, je sais pas moi, un concurrent de Uber à un business qui a rien à voir et qui va être, je sais pas moi, une cagnotte comme Litchi. Toi, à quoi, 13, 12, 14 Ouais, c'est ça, ouais, 12 ans, 13 ans, ouais, 13 ans. Ouais. Et tu t'es dit, je veux être pâtissier. Ouais, enfin, je me suis pas dit je veux être pâtissier, je me suis dit je veux faire des gâteaux en fait. D'accord. Non, comme tous les gosses ou... Ouais, non, ma mère faisait elle faisait des gâteaux tout le week-end, mais des marbrés, des trucs très très simples. Mais même ça, j'aimais déjà faire. En fait, j'aimais ce que ça procurait aux gens de mettre un gâteau sur la table, en fait. Enfin, tu vois, elle mettait le gâteau le week-end, nous on sautait dessus comme des tarés. Et quand moi j'ai commencé à les faire, du coup, sans le vouloir, on regardait ce que les autres envier et je pense que c'est ça au début sans s'en rendre compte qui a fait que j'avais envie de petit à petit de faire ça. La première chose c'est ouais. C'est la réaction des gens quand ils le voient et quand ils le goûtent. Ouais, un gâteau c'est fou aujourd'hui. Enfin, on peut mettre n'importe quoi sur la table, vous mettez un gâteau ou un dessert, ça fera toujours waouh, c'est bon, c'est vraiment un plaisir, on n'est pas obligé de manger des gâteaux, c'est vraiment un plaisir. Donc et je pense que ça j'ai depuis tout petit et j'ai été pris par ça et puis voilà, après j'ai une longue histoire à te raconter, ouais. Et du coup, tu te dis ça, t'es au collège et ta mère ou tes parents te mettent le pied à l'étrier, c'est ça, te poussent un peu à faire un stage. Ouais, mon père il rigole, il me dit c'est bien beau ton marbré le week-end, mais tu vas voir. Il m'a dit je vais te mettre, j'ai appelé mon collègue là à Forbach à l'époque, ouais. Et il va te prendre et ok, j'ai dit ok, pas de problème. Puis je suis allé voir tout seul et il m'a dit ouais bon c'est à partir de lundi, tous les matins à 6h tu dois être là. Ok, pas de problème. Là t'as quel âge ? Là j'ai, je te dis fin de 4e, donc sans avoir redoublé,
ouais, 14 13 ans, un truc comme ça. Et ok, ça marche. Donc le lundi, réveil à 5h. Moi après, je suis quelqu'un du matin. T'es en vacances là, hein. Ouais, c'est pendant mes semaines de vacances parce que je suis au collège à l'époque. Oui. Pareil, les cours, voilà, m'enchantaient pas plus que ça. Je bossais, enfin j'ai eu mon brevet, mais voilà, c'était pas non plus. Et par contre, ok, 5h le réveil, puis à l'époque, mon père me ramenait là-bas parce que pas de voiture ni rien, même pas de mobilette. Pas de métro. Mon père, il m'a ramené, non, encore moins de métro. Donc mon père, il me ramenait au début. Ça a duré la première semaine. Après, le temps que, bon, du coup, j'y suis allé, j'ai accroché direct. Même si au début, ton père, il pensait que t'allais tenir 2 jours ou... Ouais. Enfin, il s'est même pas projeté, quoi. Donc, ok, il m'a pu faire la première semaine. Mon patron, au bout d'une semaine, il était content. En même temps, on nettoie, on fait les plaques, on regarde, de loin, on voit les gâteaux se finir et tout, mais on fait rien, quoi. Il y a une brigade de 3-4 et on regarde, on ramène les gâteaux aux boutiques. Une brigade de 3-4 chez un pâtissier en région, c'est quand même pas n'importe quel pâtissier. C'était quand même la plus belle pâtisserie de même la région, on peut dire. Hein. Mais on avait la chance qu'elle était à 2-3 km de la maison. Et pour le coup, mes parents, ils ont dit, bah, autant me mettre là-dedans. Ils connaissaient parce que voilà, de la ville, ils se connaissaient un peu. C'est quelqu'un qui faisait du pain aussi ou c'était ouais, enfin, son père faisait du pain, donc le père, c'était vraiment le vieux, le boulanger, quoi. Et lui, il faisait la pâtisserie. Mais après, tout est regroupé dans ces boîtes-là. Oui. Et voilà, je suis baigné là, je suis tombé là-dedans. Donc à l'époque, pas de plongeur, donc moi j'ai appris ça comme ça. On fait notre vaisselle, on fait le sol, on fait tout. Enfin, ça fait partie du truc, le ménage et tout. Fini cette semaine-là, je retourne en cours. Alors encore moins envie de bosser parce que là, j'ai découvert quelque chose. Je me suis dit pourquoi je vais bosser alors que c'est ça ce que je veux faire. Alors mon père il m'a dit ouais laisse-le, c'est bon, il est euphorique et tout. Et puis arrivé aux prochaines vacances, c'est moi qui suis allé de moi-même. Après le dernier jour de cours, toquer à son porte, je peux revenir pendant les 2 semaines, ça m'a plu et tout. Il m'avait filé un billet à la fin en plus, donc il m'a dit ok, pas de problème. Et j'ai fait ça, 4e, 3e, toutes mes vacances scolaires, je les ai passées chez lui. J'allais de moi-même et là mon père il s'est dit ouais, complètement fou lui, qu'est-ce qui lui arrive? En plus il a ses cours et puis après, mais il dit ça, mais en même temps, je voyais qu'il appréciait. Moi, j'avais besoin de personne pour me lever le matin. Je suis quelqu'un du matin. Ouais. Donc, je me levais. Des fois, je le croisais. On prenait le café ensemble le matin, chose qu'il faisait jamais. On est quand même 4 dans la famille. Et il y avait que moi. C'est moi. Mais je pense que quand t'es un besogneux, voir un de tes fils, un de tes enfants, largement, qui est un besogneux, je pense que ça te fait aussi plaisir. Ouais, c'est ça. Donc, ça m'est arrivé, moi, de le sortir du lit le matin, des fois. Et hop, le café était prêt. Et puis ouais, enfin, il y a eu quelque chose qui s'est créé là, le matin. Et puis voilà, scolarité c'est fini. Bah, Christophe, la pâtisserie Christophe, donc il s'appelait Christophe, ouais. Christophe Greff. Bah logiquement, il m'a pris directement en apprentissage. Je connaissais tout le monde là-bas. À la fin, je connaissais tout. Donc et donc du coup, dans ces semaines de vacances, le deal c'était quand même que tu faisais pas au fur et à mesure, tu faisais pas que le sol et le ménage, quoi. Tu t'es mis à mettre les mains dans le cambouis, à faire des choses. Après, on commençait doucement, mais du moment que tu sais faire les tartes aux pommes, bah t'es aux tartes aux pommes, mais ça libère quand même un de ces gars. Ouais. Tu sais garnir les éclairs, bah tu garnis les éclairs. C'est pas non plus des pâtisseries avec des décors comme on a actuellement. Néanmoins, c'était pour moi ouf, quoi. Je faisais des gâteaux pour les gens. Enfin, ce que je faisais le week-end, je le faisais. Et puis, c'était vraiment comme ça. Je pense que c'est cette passion-là qui m'a nourri. Et puis, j'ai découvert quelque chose. Puis, j'ai eu des responsabilités. Et mine de rien, même à 15 ans, on se rend vite compte qu'on a un poste à tenir, qu'on a une certaine heure à respecter. Il y a des fours, il y a des machins, des commandes à passer. Et non, il y a quelque chose qui m'a plu là-dedans. Alors, je m'en rends compte aujourd'hui, mais je pense que j'ai été pris là-dedans sans m'en rendre compte à la base, ouais. Et là, t'es dans un pur process d'exé, hein, pas créatif à ce moment. Ouais, non. Non, alors, par contre, je rentre le week-end ou mes jours de repos et là, je crée à la maison. Bah, quand je dis je crée, oui. Je suis sorti de mon marbré et puis j'ai dit, allez, j'ai commencé. Si je te ressors mes photos, on rigole, hein, je pense vraiment. Ah, mais faudra que tu les ressortes. Voilà. Non, il y a du dossier, mais à l'époque, ouais, je me tannais, quoi. Même à Noël, je suis rentré à la maison avec un congélateur. J'ai dit à ma mère, je vais faire des bûches pour toute la rue. Puis elle m'a dit, ouais, j'ai fait des bûches, j'ai sorti 200 bûches, j'ai commencé à vendre enfin, tu vois, j'étais rentré dans ce process-là comme si c'était ma petite société, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai acheté des matières premières, mais sans m'en rendre compte. Moi, c'était même pas limite, je les vendais, je m'en foutais. Mais c'était l'histoire de, voilà, les gens étaient contents d'avoir mes bûches à Noël. Et ça, je pense que c'était le début. Et c'était à Forbach, ouais. C'était vraiment ouf. Ça, c'est la folie de ces métiers
je pense que t'as des métiers hyper gratifiants, un médecin qui soigne les gens, évidemment, mais même potentiellement un ambulancier qui les transporte, hein, je veux dire, mais et quelqu'un qui des métiers de bouche et qui fait ça avec passion et avec envie de faire plaisir, c'est vraiment quelque chose en effet qu'on peut comprendre assez vite. Alors du coup, toi en revanche, tu ne voyais pas dans ce premier boulot les gens, les clients manger. Donc tu perds un peu ce côté, tu l'imagines, mais tu te dis que tu fais plaisir, mais tu sais pas le plaisir que tu procures réellement. Bah, là, après, je rentre dans un processus où, effectivement, je suis derrière, je commence à travailler. En fait, je me rends compte que je travaille. C'est plus vraiment, c'est la passion, mais c'est le travail. C'est un peu tous les jours pareil. C'est une petite entreprise de village. Donc, c'est tous les jours les éclairs vanille, chocolat, le fraisier, le machin, nanani, nana. Et oui, on ramène des gâteaux en vitrine, on voit les gens partir avec, mais on voit pas forcément ce que ça donne. C'est pour ça que je pense que je continue à en faire à la maison. D'accord. Pour justement, et puis j'en vends, les amis, les tantes et tout m'appellent, j'ai ci, j'ai ça, et puis j'en ai vendu. Et tous les week-ends, je faisais 1, 2, 3 gâteaux, et j'avais besoin j'avais ce besoin-là sans m'en rendre compte. Mais je pense au fur et à mesure de le raconter aux gens, je me rends compte que c'est ça qui m'animait et qui m'anime encore aujourd'hui. Et du coup, comment ça se passe quand t'as 14-15 ans que tu fais ça? T'as pas d'amis? Ah si. Alors ça, c'est dur. Avant, il y a la petite partie, avant, mais je pense alors si, j'ai mes potes et tout, on sort les week-ends, on s'amuse, mais ça commence à être dur parce que eux, beaucoup ont continué au lycée. C'est incomparable. Enfin, lycée et en pâtisserie, alors il y a peut-être bien d'autres métiers, beaucoup d'autres métiers, mais moi je compare à la pâtisserie. C'est là où j'ai commencé à me mettre en mode warrior, ce que je dis encore aujourd'hui, parce que ils me déposaient en sortant de boîte, ils me déposaient au boulot, ils revenaient me chercher à 14-15 heures. Enfin, c'était là que j'ai commencé à me dire, j'ai un métier quand même de ouf. Et ça a été très dur à 20 ans. Ouais, à 20 ans, à 18 ans, quand j'ai eu ma voiture, on traînait. Puis moi, je quittais tout le monde, j'allais au boulot. Puis en même temps, ça m'animait, mais j'avais ce côté où je loupais quelque chose à côté et j'ai essayé de jongler entre les deux. Et après, j'ai eu ce virage Paris. Ça, et alors, avant d'y venir, raconte-moi ce que c'est que l'apprentissage. Vu de l'intérieur, je pense que pour la plupart des gens qui nous écoutent, en tout cas pour moi, j'imagine que tu as une partie scolaire théorique, une partie très pratique, donc chez ton pâtissier, rappelle-moi son nom, pardon. Christophe Greff. Voilà, Christophe Greff. Et donc les deux sont couplés, donc c'est énormément de boulot. Comment ça se passe un apprentissage? Sur combien de temps? Alors l'apprentissage, moi j'ai fait, alors du coup à 15 ans, j'ai fait un CAP sur 2 ans. Donc là, pareil, c'est si je dis pas de conneries, lundi, mardi, mercredi à l'école, puis après une semaine complète en entreprise, et ça pendant 2 ans. D'accord. On continue à apprendre la théorie. Enfin, il y a quand même une partie technique, tout ce qui est hygiène. Enfin, il y a quand même beaucoup de législation dans le métier, donc on apprend les bases. Et après, le gros du métier, c'est appris par le maître d'apprentissage, donc au boulot, qui quand même, on apprend les vraies règles d'hygiène. Enfin, c'est pareil, la théorie et le vrai, à nous de savoir faire la part des choses, mais voilà, c'est vraiment très important de tomber sur le bon maître d'apprentissage. Moi, j'ai eu le bon maître d'apprentissage. Je peux pas te dire qu'est-ce qui est pas bon. Néanmoins, moi, je suis tombé sur le bon qui a su me dire... Sachant que les règles d'hygiène, j'imagine qu'entre le moment où lui est sorti de son apprentissage et le tien, il y a des choses qui ont beaucoup évolué. Donc, il faut que lui se mette à la page, j'imagine. Enfin. Alors, c'est surtout à moi de l'apprendre. Ouais. Lui, il changera pas. Enfin, lui, ici, il a des contrôles. Il passe ses contrôles. Maintenant, entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui est contrôlé, il y a quand même... les contrôleurs savent faire la part des choses aussi. Ils savent qu'il y a quelque chose. Nous, on nous apprend à être à 100%. Peut-être les contrôleurs, ils s'arrêtent à 80% parce que 80%, c'est déjà très bien. Parce qu'on sait que c'est un métier tous les jours, c'est un métier difficile. Que oui, s'il y a une étiquette qui est passée de 1 jour sur un produit qu'on sait très bien qui tient, tout dépend. Il y a les artisans, ils savent faire la part des choses. Maintenant, s'ils voient ça, plus des choses pas filmées dans le frigo, plus des sols pas nettoyés, plus des tabliers hyper sales, là peut-être qu'ils commencent à se dire c'est toujours pareil. Je pense que c'est comme la police aujourd'hui où si vous arrêtez, vous avez un truc
ils savent faire la part des choses, j'ai envie de dire. Pas un verre de trop, je crois qu'il. Ouais, pas sur l'alcool, mais bon. Après, non, pareil, sur l'hygiène, il y a des choses, c'est radical, oui, pareil. sûr. Mais après, il faut en prendre compte. Mais je pense que quand on rentre dans l'apprentissage, c'est pas ce que nous on regarde. C'est pareil, on se dit, ouais, ils font chier avec ces règles. Nous, ce qu'on veut, c'est bosser. De toute façon, ils savent pas se mettre à notre place. Nous, on travaille, on se lève le matin. Eux, c'est des contrôleurs. Ils viennent. Mais je pense que après, quand on a une entreprise, quand on sait après où va les gâteaux et par qui sont consommés, ouais, c'est quand même des choses qu'il faut prendre conscience. Et alors, du coup, tu me dis 2 ans CAP. Donc, tu arrives à quoi 16-17 ans 16-17 ans. Ouais. Après, je fais une mention complémentaire chocolatier confiseur. Ok. C'est 1 an. C'est à Nancy. Ok. Mon CAP, je l'ai fait à Forbach. Il y avait un CFA à Forbach. Ensuite, donc, chocolatier confiseur, tu apprends une nouvelle spé. Voilà, quoi, c'est vraiment des techniques particulières en chocolat, les bonbons et tout. C'est 1 an dédié qu'au chocolat. C'est pareil, sauf là, il me semble que c'est 1 semaine à l'école, puis 2 semaines en entreprise. J'ai commencé à être interne un peu là-bas, donc on dormait sur place. Voilà, on découvre d'autres personnes, on rencontre d'autres gens du métier. C'est déjà les gens qui poussent un peu plus loin, parce qu'après le CAP, c'est beaucoup ceux qui savent pas trop quoi faire, ils font pâtissier, ils font mécanique, ils font ci, ils font ça en sortant de 5e. Donc il y a un gros tri en sortant de 3e, donc il y a un gros tri qui est fait là-dedans. Puis après il y a déjà une sélection. Il y a ceux qui arrêtent après, qui restent ouvriers, qui vont travailler chez Auchan, que je dénigre pas du tout, mais voilà. C'est des métiers basiques, j'ai envie de dire. Moins passion. Voilà, moins passion. Et après, il y a ceux qui poussent un peu, donc on commence à faire un premier tri. Là est pour moi un peu la difficulté des potes. Oui. Des potes, ouais. Où là, je me fais un peu chier. Je tombe sur un prof un peu con. Je mâche pas mes mots. Du coup, il te passionne un peu moins. Donc, j'aimais aller en entreprise, mais j'aimais pas aller à l'école. J'ai foiré cette mention. D'accord. Et j'ai même dit à mon maître d'apprentissage, première petite copine, vraiment sérieux, vraiment les premiers potes, première boîte tout seul et tout. Et je commence à dire à mon maître d'apprentissage, ouais, je sais pas si je vais continuer, ça m'intéresse pas. Et puis lui il me dit, tais-toi, tu fais encore 2 ans de BTM, donc ce qui équivaut un peu à un bac pro. Donc tu vas à Metz, tu fais ton bac pro. Si après ces 2 ans-là, tu veux arrêter, ok. Mais tu t'arrêtes pas comme ça sur un coup de tête. Lui devait sentir déjà qu'il y avait, moi je le voyais pas forcément, mais lui devait sentir qu'il y avait quelque chose. Donc je dis ok, ça marche. Je m'inscris à Metz. Donc j'ai pas ma mention. Okay. Néanmoins, il me la faut pas pour faire un BTM. Ce qu'il y a, ça c'est vraiment, c'est quand même bien vu le BTM dans le métier. Et juste, c'est un milieu mixte? Ouais, c'est un milieu mixte. Mais à l'époque, mixte, très 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 peu de filles comparé à aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, je vais à Metz. Je tombe sur une prof super, Aurélie. Vraiment une prof super, très jeune et très dynamique, qui est passée par Paris. Moi, je n'étais jamais allé à Paris jusqu'à maintenant, donc pour moi, Metz, je découvrais un peu. Je tombe sur des jeunes déjà un peu plus motivés, passionnés encore plus. Déjà là, je redécouvre quelque chose. Donc je tombe dans ce groupe-là de pas d'autistes pâtisserie, mais presque. Et voilà, ça relance. Là, t'es dans des mecs, une troupe qui c'est un peu plus élitiste quand même. Hein. C'est ça. Ouais, le BTM, c'est déjà, et puis surtout une prof qui, et là, c'est là que je dis, ça fait tout le prof et le maître d'apprentissage qui sait ce qu'on a envie, qui sait quoi nous montrer pour nous motiver. Donc la création, qui nous défie sur des petites créas de temps en temps, qui nous sort de Forbach en fait. Et qui nous parle de temps en temps, on va dîner ensemble le soir, qui nous parle de Paris, qui nous fait un peu rêver et tout. Bref, je fais 2 ans, je finis premier de ma promo. En tout cas, premier en pratique. Déjà, je goûte à une première grosse épreuve sur 2 jours, ce qui est le BTM. Vraiment, on présente un buffet entier. On arrive, on a, je sais plus, pour pas dire de conneries, 16 heures pour tout sortir. Donc, on doit être calé. Et ça, je prends goût à ça. Cette pression, ce challenge. Et là, c'est quoi cet examen? C'est des trucs où on te dit, il faut que tu fasses tel dessert. Ouais, on a un sujet. T'as des recettes où tu dois faire tout, tu dois tout connaître. Comment alors on a un sujet qui tombe, je dis 1 mois, 2 mois à l'avance. D'accord. Et qui dit, ben voilà, on veut un sujet en chocolat, un présentoir en chocolat qui présente 16 bonbons. On veut 12 viennoiseries, on veut un entremets de 6.
je sais plus exactement quoi, mais voilà, tout est un buffet comme si t'étais un client et tu me commandes tout ça pour un buffet. Et là, tu sors tes recettes que t'as appris, tu travailles tes recettes, tu travailles avec ton patron et tu prépares ça pendant 2 mois et t'arrives le jour J, t'es millimétré. Tu sais où tu vas et tu réfléchis pas, t'envoies. Et ils regardent ton organisation, ils regardent ton hygiène, ils regardent tout ce jour-là. Ils te regardent pendant les 16 heures. Voilà. Ouais, il y a un jury pratique, Ouais. enfin labo, et il y a un jury présentation. Donc qui rentre qui regarde que. Donc t'as vraiment 2 notes. Et là, je prends goût à ce truc-là. Je dis putain, vache, c'était waouh. 2 mois, on s'est préparé, 2 mois où. Et là, on est déjà dans les, tu commences à te comparer, à te projeter, je sais pas, les top chefs, les machins. Ouais, non, déjà pas là. du tout. Non, c'est pas. Ah non, pas du tout. Non. Là, je découvre juste ce monde, sans regarder plus loin, parce que je me rends compte que quand tu viens de Forbach, on te parle pas de tout ça en fait, malheureusement ou heureusement, parce que peut-être que ça dépend. Ça peut biaiser un peu les choses, mais. Ça dépend l'interprétation des choses, mais moi j'étais très content. Je regrette rien aujourd'hui. Et par contre, au bout de ces 2 ans, donc j'ai fait Forbach, Nancy, Metz. Je finis premier. Et juste, pardon, mais ouais, c'est très subjectif comme notation, hein, on est d'accord. Ah oui, C'est-à-dire que c'est très le subjectif. goût, le visuel. Là, tu rentres dans du concours, ça veut dire voilà, le mec t'aime ou t'aime pas aussi. Ouais. Hein. Ah ouais, parce que moi, je suis très catégorique sur ça, les concours, et je le dis, et j'ai pas peur de le dire, même sur podcast, par exemple. Ouais. Les concours, ça reste un concours. En plus, c'est sur des métiers de création. Ouais. C'est pas 2 plus 2, ça fait 4. C'est on te demande de sortir une tarte aux pommes, elle te plaît, elle te plaît pas. Il y a pas, enfin voilà. Et toi, t'es juré du coup maintenant sur certains concours, j'imagine. Oui. Ouais. Ça va arriver après, mais pour l'instant, je rentre là-dedans. Je pense pas encore à tout ça, les concours et tout, mais en tout cas, waouh, j'ai fini premier, fier. Et mais je sais pas ce que je vais faire après. Pour moi, Christophe, c'était très bien. J'avais mes potes à Forbach et tout. Enfin, je suis rentré, les gars, j'ai eu mon concours et tout. Et là, Christophe, il me dit, je te garde pas l'année prochaine. Salut, au revoir. Ouais, alors moi je m'énerve, vous me gardez pas, je comprends pas et tout. On a fait un truc super, je faisais tourner le labo au bout de 5 ans. Enfin, j'étais qu'apprenti, mais je faisais tourner le labo. Il me dit, ok, mais Nico, tu faut que tu ailles plus loin. Faut que tu vises maintenant, effectivement, Metz, Thionville, Luxembourg, Strasbourg, mais il faut que tu partes d'ici. Mais je comprenais pas trop à l'époque. Donc, ok. Bon, de toute façon, il me gardait pas. Tu comprenais quand même qu'il te virait pas parce que il t'aimait pas. Tu te demandais si là d'y penser maintenant. Au début, au début, j'ai eu du mal. Tu t'es dit, il m'en veut. Surtout que j'avais rien. Il m'a dit, si t'as besoin d'aide, je t'aide et tout. Mais moi, j'étais bien. Je faisais tourner un labo. J'étais bien chez lui. Ok, je faisais de l'exécution, mais j'étais bien. J'exécutais, mais j'étais bien. Tu le vois toujours ? Ah ouais. Maintenant, c'est lui qui vient au Prince de Galles. Non, c'est génial. Hein. Franchement, ouf. Il m'envoie son fils maintenant. Enfin, bref. D'accord. Et puis voilà, on va dîner avec ma prof, tous ensemble, fin de promo et tout. Puis elle fait le tour de table. Toi, t'es où ? Moi, je dis, moi, j'ai rien. Elle me dit, comment ça, t'as rien ? Je dis, j'ai rien. Il veut pas me garder. Donc, je suis en train de chercher. J'ai un plan au Luxembourg. Ouais. Mais j'ai un plan en Luxembourg, je vais voir, mais voilà, sans plus, quoi. Elle me regarde, elle me dit, tu voudrais aller à Paris ? Bah, je rigole, Paris. Pour moi, Paris, Barça, quoi. Paris, voilà, oui. Lol, oui. Et alors, elle dit, ok, elle prend son téléphone, elle appelle quelqu'un. Ok, j'ai un jeune, il est dispo, ok. Elle me donne un numéro, elle me dit, tu l'appelles lundi. Tu dis que t'appelles de la part d'Aurélie. Et puis tu vois ce qui se passe. Truc de ouf. Alors là, c'est là que ça a commencé. Quand tu veux que je te raconte une histoire. Et là, je rentre à la maison. Ma mère nourrice, elle a passé toute sa vie à Forbach. Mon père, pareil. Enfin, ils sont quand même bosseurs, mais réalistes. Ça veut ils dire, sont jamais allés à Paris non plus ? Si, mon père, beaucoup. Ouais. Il en fait beaucoup de. Ma mère, pas trop. Enfin, une ou deux. Moi, il m'avait ramené une fois. J'avais 4 ans à Paris. Il m'avait ramené quand il montait justement ses patients, il nous mettait dans le taxi. Et puis, le temps que le patient fasse sa consulte, il nous faisait faire le tour de Paris. Mais j'avais 4 ans. Je te dis. Donc, moi, jamais vraiment allé à Paris à l'époque. Et j'appelle le lundi Christophe Adam. Ou même Dominique Ancel à l'époque. Si tu suis un peu, Dominique Ancel, il est parti à New York. Ouais. Il a fait le Cronut, ce qui a fait le tour du monde. Ah oui, d'accord, j'y suis allé, à New York. Cronut, oui, très bien. Okay, donc, Dominique Ancel, à l'époque, il était chez Fauchon. Il était sous-chef chez Fauchon. Cronut, c'est croissant donut. Voilà, c'est donc, ça. Et c'est surtout le phénomène Dominique Ancel qui a fait le tour du monde. Et à l'époque, il était chez Fauchon. Donc,
c'est elle qui l'a appelé. C'est lui que elle a appelé. Donc, du coup, devant moi, je l'appelle, Dominique Ancel, oui. Il me dit, effectivement, j'ai 2 places de dispo. Quand vous êtes dispo, je lui dis, bah, tout de suite, j'ai plus de boulot, là. Il me dit, ouais, mais t'habites où? Je dis, ben, j'habite à Forbach, mais vous inquiétez pas, s'il faut que je sois là demain, je serai là demain. Il rigole, il me dit, on était lundi, viens jeudi si tu peux, jeudi. On fait un jour d'essai à Madeleine et puis après on voit. Chez le nôtre. Donc. Chez Fauchon. Chez Fauchon, pardon. Chez Fauchon, ouais. Je raccroche et là j'en reviens presque pas. Je vais chez ma mère, je dis à ma mère, j'ai un jour d'essai chez Fauchon à Paris. Et elle rigole, elle me dit ouais, mais il se rend pas compte. Mais même moi, je pense que je m'en rendais pas compte à l'époque. Et là, c'est ce que je pense qui nous allie et ce qui fait que ça tient qu'à toi la décision. C'est est-ce que tu plaques tout et tu prends ta valise et tu te casses à Paris, tu sais pas où tu vas. Tu sais même pas ce que tu vas faire, tu sais même pas ce qu'ils font en fait. Si on avait un journal qui s'appelait Journal du pâtissier, qui était très connu dans le milieu, que peut-être 3-4 mois avant, j'avais vu un article sur Fauchon, genre le Barça, quoi. Vraiment, pour moi, oufissime. Et là, mon père pouvait pas ce jour-là. Et je dis à mon frère, donc qui a 17 mois de plus que moi, je lui dis, Philippe, qui était mécano à l'époque, et encore toujours aujourd'hui, je dis, il faut que tu m'aides. Jeudi, j'ai rendez-vous à Paris, il faut qu'on y aille. J'ai pas trouvé de logement parce que je sais pas où regarder. Et j'ai regardé à l'époque, on tape Madeleine, Minitel, compagnie et tout. J'avais pas d'internet ni rien. Et j'avais rien à 1 kilomètre à la ronde et je voulais pas plus de 3 métros. Déjà, j'étais perdu. Mais c'est ça, c'est qui était fou encore à l'époque. C'est donc quand je raconte déjà, j'ai encore les frissons parce que. Et là, il me dit, bah arrête, je prends un taxi de mon père, parce qu'il avait une flotte. Ouais. Il me dit, je prends une voiture de papa, et puis on part à minuit, t'arrives à 6h, tu dors dans la voiture, on arrive à 6h, tu fais ton jour, je t'attends, tu m'appelles quand tu finis et tout. Donc dingos, fait quoi. Le cliché, quoi. Ouais. T'as débarqué, t'es arrivé. Dingos. Je me rappelle encore quand on est arrivé sur la A4, là, et on voit la Tour Eiffel, je me rappelle encore, hein, j'ai encore le parfum mais oufissime, hein, comme si c'était. Et puis alors, il me dépose à Madeleine, et puis j'arrive avec mon équipement tout propre, ma mère m'est tout repassé, j'avais tout acheté. Mais Madeleine, quoi. Enfin, ouf. Et en fait, je me rappelle encore de la photo que j'avais vue dans le magazine. Et puis en fait, je suis allé voir devant la façade de la boutique. Et puis voilà, enfin, j'y suis, quoi. Donc j'ai fait mon jour d'essai. Alors avec Christophe Adam, pareil, si tu connais un peu, mais c'est pareil. À l'époque, pour nous, c'était le mec qui a relancé avec Christophe Michalak, Pierre Hermé et tout, qui ont relancé cet effet marketing dans la pâtisserie, ses couleurs, ses formes, et qui était jeune chef pâtissier chez Fauchon et qui remontait toute une brigade. Donc je fais mon jour d'essai avec lui. Alors remonté comme jamais, quoi. J'ai fait un jour d'essai mais au cordeau, je regardais tout. Et à la fin de cette journée, il me dit, bah écoute, viens avec moi dans le bureau. J'y vais et puis il me dit, si tu trouves un logement, je te prends en CDD, 6 mois. Ok, pas de problème, je vais trouver et tout. Ouais, mais trouve un logement et puis on se rappelle. Ok. Et là, je cherche un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je rentre. Alors, je passe 2 jours à Paris où là, je passe 2 jours avec mon frère, on va visiter, on profite et tout. On rentre des étoiles dans les yeux, je dis à ma mère, truc de ouf, j'ai juste à trouver un truc et je suis pris à Paris. Mais je trouve pas de logement. Et je commence à appeler des auberges de jeunesse, je commence à me dire, putain, c'est compliqué d'aller à Paris en fait. Et là, 1 semaine après, j'ai ma tante qui habite à Lyon, qui me dit, j'ai des amis à Paris, qui ont une chambre dans le sous-sol, qui sont capables de te loger dès demain. Mais c'est vraiment la petite chambre, genre généralement les étudiants rentrent le week-end et tout. Je dis ok, moi ça m'intéresse. Je dis du moment qu'il y a un lit, je m'en fous. Moi. À l'époque à Vaucresson. Donc je sais pas si tu vois un peu Versailles et tout. Alors, elle me dit Vaucresson, je regarde sur la carte, je dis mais t'es 3 stations de métro là, t'es... Mais elle me dit c'est simple, il y a un train qui va directement à Saint-Lazare. Oui. Donc tu verras, ça te paraît compliqué. Qui est à la Madeleine, quoi. Mais voilà, elle me donne son numéro, je l'appelle, elle me dit effectivement, en 1 demi-heure, t'es à Saint-Lazare, et puis à Saint-Lazare, t'as 5 minutes à pied. Ouais. Facile à dire le premier jour, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, j'ai rappelé 1 semaine après, j'ai dit à Christophe, bonjour Christophe Adam, j'ai trouvé quelque chose. T'as déjà trouvé quelque chose? Ouais, j'ai trouvé quelque chose, je peux être là demain. Il me dit bon. Pas demain, mais tu commences après-demain. J'appelle mon père, j'ai foutu mon sac dans la voiture, il m'a monté, il m'a déposé à Vaucresson, j'ai débarrassé avec eux la chambre, enfin vraiment le lit, je leur ai dit, même eux ils étaient étonnés, ils pensaient me voir dans 1 semaine, j'ai débarrassé le lit et puis j'ai débarqué à Fauchon, j'ai fait 1 semaine et puis Christophe Adam m'a pris dans le bureau, il m'a dit bon bah j'ai un problème avec ton contrat. Je dis ouais, il me dit ce sera plus un CDD, ce sera un CDI.
Il me dit, et là, c'est parti. Finalement, j'ai fait 3 ans et demi dans cette chambre à Vaucresson. Les gens qui m'ont hébergé, c'est encore mes meilleurs amis aujourd'hui. C'est une famille à qui je dois tout aujourd'hui parce que j'étais dans leur cave, mais une belle chambre dans leur cave, qui me prenait avec eux pour les fêtes. Enfin, moi, je leur déposais des gâteaux que je faisais et j'ai fait pendant 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans que bosser. Donc, Dominique Ancel, Christophe Adam. Alors, Dominique Ancel, c'était le sous-chef de Christophe Adam. D'accord. Okay. Donc, c'est lui que j'ai eu au téléphone. Puis après, j'ai passé ma journée d'essai. À l'époque, il y avait Christophe Adam, Dominique Ancel et puis 3 autres sous-chefs. D'accord, donc vraiment la crème de la crème, quoi. Ouais, j'avais les meilleurs. Hein. Aujourd'hui, j'ai les meilleurs avec moi. Enfin, et là, je rentre, chez Fauchon. Oufissime. Je rentre au Barça, quoi. Moi, j'ai toujours dit ça. Je rentre au Barça et ils te prennent en CDI tout de suite, donc t'as vraiment plus un bon contrat, très vite, ils se disent, ils croient en toi. Ouais. Et vous êtes combien? C'est quoi? Enfin, je veux dire. 40. Voilà, c'est ça. Je te disais, on était 4 avant. Là, tu rentres dans une brigade de 40 où le commis pâtissier, il parle pas au sous-chef sans avoir s'être adressé au chef de partie. Il parle encore moins au chef sans être passé par le sous-chef. Enfin, voilà, tu rentres dans un truc, il y a des fiches techniques. Alors là, l'hygiène, elle est carrée de chez carré, tout est méga propre, il y a des plongeurs, des machins, des sociétés qui viennent prendre des analyses de machins. Enfin, on te met dans une machine à laver et un peu tout ce que tu as appris, on te le remet un peu à zéro, mis à part l'éducation de base. C'est ce qui a fait que Christophe, voilà, il m'a fait moi. Je me suis pas laissé abattre par tout ça parce qu'il te taille, hein. Et tu rentres, le moindre pète, t'es pris pour une merde. C'est un peu l'armée, quoi. C'est vraiment à l'époque, l'armée, t'es pas content, tu te casses, t'as un bus qui passe tous les jours dans la porte. Alors ça, t'ouvres ta gueule, tu dégages direct, hein. Et, à l'époque, c'était vraiment, donc, tu fermes ta gueule et tu gagnes 1000 balles par mois. Tu payes ta chambre 500 balles et voilà. Enfin, j'ai pas besoin de te dire le reste, si tu veux sortir, enfin. Et du coup, là-dessus, ça, c'est un truc. Enfin, ce mode de management, donc on est quoi en 2005, 2008, 2005. Ce mode de management, je dirais dans les entreprises de service, il a, je vais pas dire disparu, hein, mais cette espèce de poigne voilà. Toi aujourd'hui, on reviendra sur aujourd'hui tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui existe. Enfin, tu dis à des gens, toi, tu prends le bus, tu m'emmerdes, vas-y dégage. Non, c'est différent. Et eux, ils continuent comme ça. Aujourd'hui encore, ou même eux? Non, je pense qu'ils ont changé. Mais aujourd'hui, ils ont des gens comme moi qui font régner ce qu'eux veulent. C'est-à-dire que les grands chefs d'à l'époque, maintenant, ont des chefs exécutifs. Et ce qu'ils font tampon entre eux. Et puis de toute façon, ils ont plus le choix. Mais ils sont toujours aussi durs, mais moins durs. Enfin, c'est pas de la même manière. Pas de la même. C'est différent parce qu'aujourd'hui, on peut plus. Parce que les jeunes aujourd'hui, ont plus peur de rien. Dégage, ils partent, ils s'en foutent. Ouais. Moi, à l'époque, si je disais à mon père, même s'il était très fier, hein, il a rien compris, mon père. Hein, Non, mais mon père, il a rien compris. Il m'a envoyé en stage au bout de la rue, là. Et puis après, 5 ans après, j'ai déboulé à Paris. Alors là, il montait tous les mois. Dès qu'il montait à Paris, il venait me voir. Enfin, alors, il était, mes frangins, ma mère. Enfin, ouais, c'était ouf. Hein. Pour eux, oufissime. Même dans le coin là-bas, j'ai mon petit article dans Républicain Lorrain. Enfin, voilà, c'est les premiers trucs. Et c'est là que j'ai commencé à sentir. Et c'est là où je pense, voilà, toujours pareil, c'est tes choix qui sont mis en avant, en fait. C'est pas quelqu'un qui m'a dit je te prends, je te ramène là-bas. Christophe, il m'a dit tu viens pas. Enfin, ma prof, elle m'a dit t'appelles pas, tu veux aller là-bas, t'appelles, t'y vas. Il y a personne qui m'a mis le couteau sous la gorge. C'est une recherche d'excellence quand même. Voilà. Tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose au fond de nous. Il y a ces gens-là qui ont besoin. On est même si on le sait pas, et même on a beau être de n'importe où, on a beau être de Forbach ou du fin fond de la France, je pense qu'il y a un moment, on a quelque chose en nous qui fait que on aime le défi, on aime créer, on aime le challenge. Et ça, je le vois aujourd'hui. Enfin, encore. Et l'apprentissage, hein, je pense. Et l'apprentissage, ouais. Parce que j'ai en préparant un peu cet échange, je disais que tu préparais aussi toujours des concours, hein, encore. Ouais. Et je pense que dans tout ça, dans cette recherche d'excellence, t'as une envie d'apprendre toujours et de progresser. Ouais, mais j'arrête plus. Ouais. J'arrête plus. Et je pense qu'après, il faut faire attention parce que c'est presque une drogue après. Mais je pense que là, on arrive à un point où c'est tout le monde pareil. Je pense que
quelqu'un qui fait des études, quelqu'un qui monte une boîte, quelqu'un qui... Je pense qu'on arrive dans le moment là où on comprend ce que c'est la vie, où on découvre Paris. Je suis amoureux de Paris. Ouais. Je suis amoureux du beau, je suis amoureux du luxe. Je rentre chez Fauchon, je commence à découvrir ce que c'est l'artisanat de luxe. Et ce qui est intéressant, c'est que pour toi, Paris, c'est arrivé comme ça, Ouais. mais c'était pas un rêve. Non. Ah non, non, non. Enfin, non, j'y pensais même pas à Paris. Moi, quand je te dis... Non, parce que moi, j'ai grandi donc en province aussi, Ouais. en région, je crois qu'on dit maintenant, mais donc j'ai le droit puisque j'ai Ouais, grandi bien aussi, sûr, moi aussi je dis ça en dehors de Paris. toujours. Mais pour moi, l'objectif, ouais, clairement, j'ai toujours voulu, j'étais amoureux de Paris avant d'y vivre. en Ouais, fait. non, mais non, c'est ce que je dis. Moi, à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, Mmh. et il n'y avait pas ce truc-là où on te parlait de Paris, quoi. Mmh. Et puis, peut-être que j'avais... Alors, c'est pas négatif, mais j'avais peut-être pas des parents non plus qui étaient super ouverts à tout ça, parce que pour eux, c'était bosser, voilà, la famille, nourrir la famille, et faire en sorte que la famille aille bien, Ouais. et sans partir trop, mais faire attention. Ma mère, elle a toujours dit, attention, attention à l'argent, faut pas être à la fin du mois sans argent. Enfin, si un jour t'es sans argent, tu seras dehors, t'auras pas rien. Donc, t'as quand même ce truc-là de dire, ouais, c'est un combat. La vie, c'est un combat au début, et puis après, tu te dis, alors, je rentre chez Fauchon et je gagne pas forcément de l'argent. Au contraire, tout le monde me dit, tous les repas de famille, les gens me disent, ouais, tu bosses du matin au soir. Parce que c'est vrai que pendant 4 ans, j'ai fait 6h, 22h, tous les jours. Tous les jours. Parce que c'était une passion. Je découvrais tous les jours, et quand j'étais en repos, j'allais en boutique et je servais les gens. Et au bout de 2 ans chez Fauchon, Christophe, il me convoque dans son bureau et me dit, bon, ben, Nicolas, je suis invité à Singapour. Il me faut les 2 meilleurs. Je vous prends avec moi 10 jours. On va envoyer des gâteaux pendant 10 jours à Singapour. Là, je suis sorti. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou? Je me suis dit, en fait, en faisant des gâteaux, tout ce qu'on peut faire. Là, j'ai jamais fait de voyage aussi loin. J'ai pris l'avion. On est parti 10 jours. Enfin, c'était oufissime pour moi qui venait de Forbach. Et c'est pas qui venait de Forbach, mais justement, qui avait pas cette culture de voyager et tout. Je me suis dit, mais dans quoi je suis? Et tout ça, juste en faisant la même chose que ce que je faisais avant, mais on peut même pas besoin de me payer. Moi, je suis heureux, là. Enfin, entre guillemets, je suis heureux. Je comprends. Et voilà, j'évolue. Après, je passe demi-chef de partie. Et donc, du coup, là, au niveau des petites copines, amies, tout ça, t'as peu de vie sociale ou tu c'est simple, je pars à Forbach. Je pars de Forbach, c'est tu me suis ou on arrête. Bon, bah, on arrête alors. Ouais. Et là, cœur de pierre. Enfin, je me suis métamorphosé. Ou peut-être que j'étais toujours comme ça, mais j'ai toujours eu ce truc-là. C'est le boulot, quoi. Enfin, je vais pas m'amuser. Même si c'est une passion et que j'ai jamais vraiment l'impression d'avoir travaillé, mais c'est ce qui va me faire vivre plus tard. Donc, tu me suis ou à ce moment-là, c'est pas vraiment, je sais faire vraiment la part des choses, quoi. Enfin, et du coup, tes potes, c'est les gens de ta brigade? Alors là, voilà, j'arrive à Paris et là, je me fais pote avec, ces gens-là avec qui je passe des heures et des heures et des heures, où ces gens, j'ai mon meilleur pote qui venait à l'époque de Montélimar. Moi, je venais de Metz. Il venait, on avait la même vie, on venait au même temps à Paris. Et vous avez les mêmes passions, les mêmes choses, je veux dire. Ouais. Alors là, t'es avec des mecs qui sont super forts, des nanas qui sont super forts. En plus qu'il adore la moto, j'adore la moto. Mais la numéro 1 et tous ceux qui sont là, en fait, c'est des gens qui sont passionnés par la pâtisserie. Et c'est la compète? Ah, c'est la compète. Mes meilleurs potes d'aujourd'hui, je les traitais à l'époque. Hein. Mais c'est les uns contre les autres? Vous êtes ensemble? C'est pas les uns contre les autres, mais on rentre dans une arène où on gagne 1000 balles par mois et où on a envie d'être demi-chef de partie. On dit qu'est-ce qu'il faut être pour demi-chef de partie pour gratter 150 balles ou 200 balles sur le salaire. Et ok, il faut faire ça. Donc vas-y, j'y vais, quoi. Et puis il y a une place pour 4. Donc c'est une arène. Et tu te mets pas des bâtons dans les roues, les uns les autres? Par le travail. C'est pas des bâtons dans les roues. Non, mais t'essayes d'être meilleur. Voilà. Tu vas pas foirer une chose. On laisse rien passer. Une fois de plus, comme on disait sur les copines, les copains, c'est bien, on est potes. Mais aujourd'hui, mon gars, on bosse et la victoire, elle est pour moi, quoi. Je t'aime bien, mais c'est moi qui l'aura ce poste. Mais on se fait pas de sale coup. Non. Bah après, si, il y en a toujours, hein. Mais ceux qui font des sales coups, forcément, la roue, elle tourne. Et ça, on l'apprend dès le début. Donc, il y en a, des filous. Mais on voit tout de suite ceux aussi qui effectivement sont droits dans leur basket et voilà. Enfin,
Après, comment tu passes devant quelqu'un, il se blesse, il est pas là 2 mois, paf, tu prends sa place et tu gardes. C'est comme dans un Grand Prix de F1, quoi. Et l'autre, il a une erreur, pam, mais tu t'en profites pour prendre 2 tours d'avance. Et c'est vraiment ça. Et pendant 2 ans, mais en même temps, tous les week-ends, on les passe ensemble parce que ma communauté, mes potes, mes tous, on devient les autistes de la pâtisserie, quoi. Et alors là, t'es encore dedans je reviendrai un peu là-dessus, hein, au fur et à mesure de cette discussion, mais t'es encore dans l'exé. C'est-à-dire que tu ne crées pas. Ah oui, carrément. Alors là, plus encore qu'avant. Si on rentre, il y a Christophe Adam, ses 4 sous-chefs. Eux, ils créent. D'accord. Nous, on est en bas et on tabasse pour que eux puissent créer au maximum, en fait. Ce que je fais encore aujourd'hui. Et donc, ils arrivent, ils te disent, j'ai créé un nouveau truc. Eux, ils arrivent, ils ont ces 6 mois, 1 an d'avance. Ouais. Ces sous-chefs bossent sur des essais. Ouais. Et nous, en dessous, on récupère les fiches techniques. Enfin, après, c'est les chefs de partie, les premiers sous-chefs qui s'occupent de nous donner les fiches techniques et nous, on balance. Mais nous, on apprend déjà, rien qu'en faisant les gâteaux que eux ont créés, nous, on apprend. On apprend les nouvelles techniques, on apprend parce qu'on sort par série, on en monte par 600 individuels, 50 gâteaux de 4, 50 gâteaux. Bon, alors tu rentres dans une prod. Quand je rentre le week-end et je vais chez Christophe, je lui dis non, mais c'est oufissime ce que je fais. Donc ouais, on rentre vraiment dans un truc où le nec plus ultra de la pâtisserie. À l'époque, c'était ça. C'était Fauchon. Et t'es jamais dans une approche où tu te dis je suis dans une lessiveuse keynésienne, fordiste, l'impression de produire, à quel but, quel sens. Non, parce qu'après, on n'avait pas le temps de connaître une prod qui changeait là-bas. Enfin, là-bas, à Paris, on se doit de changer toutes les saisons, tous les machins, et donc du coup, une fois qu'on connaissait un gâteau, paf, on voyait déjà les fiches techniques arriver. Donc on n'avait pas le temps de se lasser. On n'avait pas le temps et puis on apprenait tous les jours. On apprenait à être meilleur en organisation, meilleur en hygiène, meilleur en gestion. On était chef de partie, j'avais 22 ans, mais on gérait des armées de 10 stagiaires, 3 commis. Enfin, c'était ouf à l'époque ce qu'on gérait. C'est chaud à 22 ans de gérer. Puis on passait nos commandes. Mais on avait vraiment l'impression d'être des patrons. Et on t'apprend à manager à 22 ans ou tu l'apprends sur le terrain? J'apprends vraiment qu'à manager. En fait, on t'apprend à manager. On m'abonne à Management Magazine. Tu rentres dans un truc où tu penses pas à créer pour l'instant. Et c'est là où je les remercie à 1 million %. C'est qu'ils t'apprennent à manager de l'humain, en fait. Et toi, dans ce truc-là, justement, quand t'as un mec qui te manage je sais pas moi, à la hache et au couteau, ouais. Toi, tu t'essayes de faire l'effet tampon et de protéger les gens en dessous, ou tu les manages pareil? Non, je pense qu'on est pareil. Hein. On est des monstres à l'époque. Pas des monstres, mais on est des guerriers. Ouais. Moi, et aujourd'hui, ce qui sont mes meilleurs potes et qui sont tous chefs des Cédric Grolet, c'est avec lui que je suis rentré, on est tatoués pareil, on a fait 6 ans ensemble. On était on démontait tout, quoi. Parce que le chef en haut, il va envoyer des nouveaux produits et celui-là qui il tenait pas, on était fiers, même nous, de dire, tu suis pas, on va t'envoyer chez le chef, de toute façon, tu vas pas faire 5 minutes, c'est où ça, enfin, c'est même pas eux qui parlaient, en fait. C'était déjà nous qui tenons ça, et puis on était fiers un peu alors, je dis pas que c'était bien, mais on rentre dans un truc où on a envie de tout péter, quoi. Et on a envie que, c'est ce qui a fait qu'au bout de 5 ans, on m'a envoyé à Casablanca ouvrir Fauchon pendant 3-4 mois tout seul. J'ai ouvert la boutique Fauchon, j'ai dû reproduire la même chose parce que je connaissais tout par cœur et parce que Christophe avait une confiance aveugle sur moi. Il savait que je démontais un labo derrière, donc il me foutait là-bas. Il venait une fois tous les mois pour contrôler un peu les prods. Mais voilà. Quel âge là donc? 25 ans? Ouais, j'ai fait 5 ans en tout chez Fauchon, donc je suis arrivé à 20 ans, donc max, allez, je dois avoir 24 ans. Puis on te dit tu vas à Casa, il y a quand même le labo qui est fait, etc. Ouais, il y a un labo vide. Ouais. Et voilà, il y a un labo vide, Nico. On va t'envoyer là-bas. On est allé une première fois en repérage. Voilà, on t'a foutu dans l'hôtel à côté, 5 étoiles. Tu vas vivre là-bas pendant 4 mois. À toi de te faire avec les... Bon, il y a une équipe, tu la recrutes? Comment ça? Non, j'arrive là-bas, il y a une équipe qui est faite. D'accord. Maintenant, on me demande mon avis sur les gens, mais alors c'est pareil, c'est une autre culture, hein. C'est quand même, tu rentres avec des gens, ils font la prière, machin, enfin, tu rentres vraiment au Maroc, quoi. C'est pas une culture d'ici où quand tu commences à parler comme ici, ils t'envoient chier direct. Donc là, tu remets tout en question, quoi. Et là où en France, tu fais la loi, là-bas, tu fais un peu moins la loi, ou à toi de trouver le moyen de faire la loi, en fait. Et c'est là que t'apprends à... toi, ton but, il est toujours même... Il faut que t'arrives à ouvrir cette boutique dans 4 mois avec des prods de fou.
avec des gens que tu connais pas et qui sont mous, mais en même temps qui veulent, ils sont fiers de travailler, mais ils sont pas acharnés comme nous, quoi. Et puis ils ont pas la rigueur, la finesse que nous on a. Donc et là j'ai beaucoup travaillé, nous. De toute façon, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais là ça a été. Et beaucoup travaillé le management, j'imagine. Du coup, tu fais des prods en... C'était moral, ouais. Ouais. Et tu fais des prods en vide, c'est-à-dire que tu produis des pâtisseries, avant de pouvoir les vendre, faut les tester. Ouais, déjà tu testes les produits pour voir si ça marche, tu t'adaptes aux farines, aux œufs, au tout, quoi. Et puis après t'es constamment en Skype avec Paris, donc voilà, t'as besoin de quelque chose, ils te l'envoient, et si au moindre pet ils venaient, hein, enfin les sous-chefs ils débarquaient, moi j'étais chef de partie à l'époque. Les sous-chefs au moindre pet, au moindre écart, ils ont un billet, ils sont au Maroc, mais ils ont pas besoin de venir. Mais voilà, déjà, voilà les gars, j'ai des problèmes sur ça, mes macarons ils passent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, bah donc on analyse ça et en même temps on la rapprend. Donc toi tu seras responsable des macarons parce que tu repères qu'il aime ça, l'autre il adore le chocolat donc il fera les décors. Donc voilà, c'est un mois déjà où tu mets le labo en route et t'apprends à connaître les gens. Et après, voilà, tu commences à faire des prods un peu plus grandes, des prods qui sont après lancés parce que l'investisseur de là-bas, il a d'autres boutiques, donc les gâteaux qui sont préparés, ils sont vendus dans une autre boutique sous un autre nom. Mais enfin bref, là, tu commences à comprendre d'autres choses. Mais ouais, c'est une fois de plus, t'es voué à toi-même. Si t'as pas envie de le faire, t'as d'autres personnes qui le font à ta place. Mais t'as envie qu'une chose, c'est qu'on dise waouh, le mec, il a besoin de personne et il te fait tourner le truc, voilà, alors que tu gagnes rien en plus, mais t'as encore une fois ce truc-là d'envie d'être le meilleur en fait. Et pour ça, tu bosses comme un malade mental de nouveau. Et du matin au soir, et tu passes ta vie au labo, et quand tu rentres le soir à l'hôtel, c'est pour commander un room service et prendre une bonne douche et 2-3 heures de sommeil. Ouais, non, même pas. Ouais, du coup, même pas limite le room service. Mais c'est pour ça, au bout de 4 mois, je leur ai dit, je peux plus, il faut que je rentre. Parce que j'en pouvais plus de la vie là-bas parce que voilà, c'est pas la France et je pense qu'on a quand même, c'est plus Paris, quoi. Donc j'ai refait un mois, puis je suis retourné un mois après. Il y a un collègue mais le gros était fait. Donc voilà, il y a eu puis après il y a eu plein de petites ouvertures en France, des corners sur lesquels on se baladait un peu, mais ça a été les gros points, c'était Singapour et Casa pour moi. Et voilà, c'est là que je me suis dit, voilà, Fauchon, la pâtisserie parisienne, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Enfin, là on parle donc t'as 25 ans. 25 ans, ouais. T'en as 32 aujourd'hui. Ouais. Donc il y a 6-7 ans, vers 2010-2011. Et là, tu as fait vraiment tes armes à Paris. On va dire que t'es prêt, quoi. T'es prêt. Et c'est là qu'on pense tomber dans une lessive, comme tu disais avant, où il y a un déclic qui se fait, ou peut-être quand t'es habitué à apprendre des choses, des nouvelles choses, voir des nouvelles choses, si tu l'as pas, eh ben tu te fais vite chier en fait. Et ça, je l'ai eu en fait, à force de partir, de machin, de faire ci, d'avoir des responsabilités. Un moment, c'est la place aux autres, et puis toi, voilà. Et puis les sous-chefs, impossible de les bouger. Et au bout de 5 ans et demi, je regarde Cédric, la première année, on était les pires ennemis, et après, on a été les meilleurs potes du monde, à passer 4 ans ensemble du matin au soir. Et à la fin, je lui dis, ouais, faut qu'on parte. Faut qu'on parte de Fauchon. Et là, il me dit, non, mais t'es cinglé, et je commence, et je vais les voir, les chefs, parce que je connais que eux, enfin, c'est ma famille et tout. Je vais les voir, je dis, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais pas aller plus loin, mais j'ai envie d'apprendre plus. J'ai envie de partir. Christophe Adam, j'ai envie de partir. Il me dit, ok, pas de problème. Écoute, tu sais, ici, ceux qui veulent partir, ils partent. Mais Nico, si t'as besoin d'un coup de main, tu me dis, si t'as besoin qu'on appelle, si t'as besoin de ci, dis-nous ce que t'as envie. De toute façon, on te fait confiance sur ça. Et voilà. Donc, c'est marrant parce qu'il y a une bienveillance quand même dans ce que tu disais. Donc Christophe à Forbach, Christophe Adam à Paris. Ils sont durs. Ils sont durs, mais il y a un moment où c'est vrai que j'ai une tendance et je le fais pas toujours, hein, c'est pas vrai en l'occurrence. Moi, dans mon management, quand j'ai quelqu'un qui veut partir, s'il est excellent, j'essaye de le retenir, tu vois. Et en fait, il y en a quand même quelques-uns qui me disent, et j'en ai une il y a 2-3 ans qui me dit par exemple,
je m'éclate, j'adore ce que je fais, etc. Mais j'ai besoin de voir autre chose. Je veux partir à San Francisco. Nous, dans un milieu tech, start-up, etc. Je dis, elle veut partir à San Francisco, je peux pas me battre, en fait. Donc, je lui dis, vas-y. Et puis, tiens, je te présente machine et machin. Et puis, elle devrait t'accueillir. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Mais je suis impressionné par ce côté, finalement, vas-y, vole, quoi. Progresse. Ils sont hyper durs. Ils forgent des gens. Mais après, ils te doivent quelque chose qu'ils te diront jamais. Mais aujourd'hui, Christophe Adam, c'est mon père spirituel. Enfin, je veux dire, à Paris, il me dira jamais ce que tu fais, t'es chef au Prince de Galles, t'as vu, c'est ouf. Au contraire, il va venir, il va dire c'est quoi ta merde là que tu me fais. Mais je sais qu'autour de lui, et j'ai déjà entendu par des gens me dire ouais putain Christophe, il te regarde de très très près. Et parce que voilà, c'est comme ça, mais c'est dingue. Et puis moi, je me retrouve un peu à cette place aujourd'hui aussi. Mais tu vois, où Christophe Greff à l'époque me dit non, tu t'arrêtes pas, tu fais encore 2 ans. Et au bout de 2 ans, il me dit tu pars, je veux plus te garder. Et là aujourd'hui, je suis chef à 30 ans, donc 15 ans après mon apprentissage, donc 10 ans après arriver sur Paris, je suis chef pâtissier. Et là, il me dit, t'as vu, petit con, voilà, t'as bien fait de partir. Et là, je lui dis, bah ouais, c'est juste ouf. Pour moi, c'est ma vie, c'est juste ouf. Surtout qu'après, donc quand j'ai voulu partir, j'ai un pote, et après, ça a toujours été comme ça ma vie. J'ai un pote qui m'appelle, qui me dit, moi, je suis au Crillon, à l'hôtel de Crillon. J'ai un sous-chef qui se barre. Moi, je veux pas de la place parce que j'ai pas envie. De la Madeleine à la Concorde, voilà. Tu fais 300 mètres, quoi. Et je veux pas de cette place. Néanmoins, je sais qu'il va partir. Donc, si tu veux, c'est le moment ou jamais. Donc là, je vais voir Christophe. Je dis, voilà, Christophe, j'ai une place de sous-chef. Je peux pas être sous-chef ici. Donc, c'est une bonne raison de partir. Je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que je suis capable? J'ai jamais fait d'hôtellerie, hôtel de luxe, place de la Concorde, machin de truc de fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que je suis capable? Il me dit, vous êtes largement capable. Il me dit, vous partez d'ici, vous êtes une machine, Nicolas. Comme tous ceux qui partent d'ici, vous êtes des machines. Vous me représentez, vous êtes des machines. Oh, ouais, mais on s'en rend pas compte parce que nous, on est dedans. Et ok, il me dit, bon, je vais appeler Jérôme Chaussès. Je l'appelle parce que du coup, ils sont potes, comme nous, on est potes tous ensemble. Je l'appelle et puis voilà. Donc, il me rappelle le lendemain, t'as rendez-vous. T'as un rendez-vous, t'as pas besoin d'envoyer ton CV, quoi. T'y vas avec ton CV sur place. T'as rendez-vous demain soir et puis tu fais ta vie. Moi, je t'ai eu ton rendez-vous, tu démerdes. Puis là, j'ai rendez-vous avec Jérôme Chaussès, à l'époque, au Crayon. Donc là, j'arrive, je rentre dans un palace. J'étais jamais rentré dans un palace. Tout même en faisant 5 ans à Paris, j'étais jamais allé foutre le nez dans un palace. Parce que j'étais chez Fauchon et que j'adule les Fauchons. J'avais des boîtes de Fauchon partout, des sachets Fauchon, des cuillères Fauchon. Non, mais on est fous. Non, mais je comprends quand t'es jeune et voilà. Même après, en fait. Hein, ouais, on idolâtre une marque et, mais bon. Et je rentre au Crillon, à l'hôtel de Crillon. Donc, pareil, du luxe, ultra luxe. Et là, il me dit, ouais, sous-chef, t'es chef de partie, sous-chef à l'hôtellerie, qu'est-ce que tu veux foutre dans l'hôtellerie, t'arriveras pas. Ouais, ok. Je dis, je sais pas, moi, prenez-moi chef de partie pendant mon mois d'essai. Et puis, si ça marche, vous me passez sous-chef. Ok. Il me dit, ça marche. Puis au bout d'un mois, il me dit bon, pas attendre la fin de ton préavis, je te passe sous-chef fin du mois, c'est très bien, parce que pareil, il a vu qu'il est rentré une machine. Je suis rentré, je lui ai changé tous les codes de son truc, j'ai refait toutes les fiches techniques, parce que je suis rentré dans un truc où le classeur, il était fait à la main, alors que chez Fauchon, on était tous au ordi, on était des machines de prod, trop prod en fait, tellement prod qu'on n'avait pas de place à l'impro, à la créa et tout. Et à un moment, Jérôme, il me prend dans le bureau, il me dit c'est bien, ce que tu me fais là, c'est bien, mais tu vas arrêter. Et tu vas commencer à me faire 1 kilo de crème pâtissière. Là. Vous avez une recette, non? Sans recette? Ouais. Et là, je me suis dit, putain, en fait, j'ai pas fait un gâteau sans fiche technique. Et là, j'ai appris autre chose, en fait, au Crayon. J'ai appris à faire du live. En fait, les fiches techniques à la main, elles sont faites à la main parce qu'elles sont changées tellement de fois. Elles évoluent tellement et elles peuvent évoluer parce que les cartes, ils changent tellement vite. C'est pas comme dans une boutique où effectivement, tout doit être carré sur, là, le chef, il rentre dans le labo, il veut changer quelque chose. Bon, on met plus de fraises, on met moins de fraises, on met une herbe, on met un alcool, on met un truc. Et puis, hop, les fiches techniques, elles changent. Et c'est pour ça que les fiches techniques, elles sont faites à la main, en fait. C'est pas parce qu'ils sont désordonnés, c'est parce que ça va tellement vite. Les créas, elles changent tellement. Et là, j'apprends à faire une crème pâtissière à la main, sans recette, une pâte à choux, un machin. Et puis, je réapprends un peu. Et Jérôme Chaussès, il m'apprend toute la pâtisserie de base française.
le biscuit à l'impératrice, le biscuit cuillère, les crèmes pâtissières, les machins. Même si je les connaissais déjà, mais avant c'était vraiment, on était des machines de prod dans une usine. En fait. Ouais, c'est une on envoyait forme de 30 kilos tu passes de l'industriel à l'artisanat. Voilà. Ouais. L'industriel fait à la main, mais quand même industrialisé parce que les fiches techniques on les suivait, c'était 30 kilos de pâte à choux. Enfin, on savait faire avec des machines qui cuisaient et tout. Là, on rentre, on donne une casserole, putain vache. Et puis je dis non, mais c'est pas possible. Et puis là, je refais jusqu'à la fermeture du crayon, donc 1 an et demi après. Le crayon qui ferme pour travaux, qui a été réouvert récemment. Et voilà. Donc là, tout le monde, c'est au revoir. Hein. Le crayon ferme, on dit tous, va alors, ce qui est drôle, juste pour le petit départ fauchon, c'est que Cédric Grolet, après, prend la place de sous-chef au Meurice. Ouais. Et puis plein d'autres collègues comme ça, au fur et à mesure. Moi, j'ai été le premier à partir. J'avais rendez-vous au Meurice. Je savais qu'il y avait un rendez-vous, qu'il y a une place au Meurice. C'est là que j'ai appelé Cédric. J'ai dit, faut que t'ailles au Meurice. Il y a une place de dispo, va au Meurice. Donc toi, pareil, toujours moi, à 500 je vais au Clion et lui, toujours à 500 on était meilleurs potes, on est tatoués ensemble. Hein, vraiment, ça va plus loin que loin, vraiment. Et juste alors, pour comprendre une chose, t'es chez Fauchon, la pâtisserie chez Fauchon, on va dire, c'est quand même l'âme de Fauchon. Ouais. Quand t'arrives dans un palace, dans un restaurant, il y a un chef qui est quand même le big boss de la cuisine. Le chef pâtissier, il dépend pas du chef ou... Ça dépend des brigades. À l'époque, non. Après, alors à l'époque, non, c'était quand même au Crayon bien dissocié parce que T'as la cuisine et la pâtisserie. Ah oui, déjà c'est deux cuisines différentes. D'accord. Et moi aujourd'hui, j'ai la chance encore aujourd'hui d'avoir ça. Mais en plus de ça, le chef pâtissier était là depuis 13 ans, puis l'autre était là depuis 2 ans, donc il doit toujours des comptes. Néanmoins, il était quand même bien doué, Jérôme Jossès, pour faire ses cartes. D'accord. Il les goûtait, Christopher H à l'époque, il les goûtait, mais voilà, sans plus. Ok. Donc non, il faisait vraiment. Mais j'ai appris aussi à découvrir les produits de luxe, enfin les arrivages le matin, les fruits, puis je passais en cuisine et ça c'était cool. Je passais en cuisine et puis je voyais, ils préparaient tout. Et puis il y avait je retrouvais un peu ce côté armé pendant les services et je passais beaucoup de services en cuisine. Je regardais. Et puis ils assaisonnaient comme ça. Enfin, c'était autre chose. C'était vraiment. Et ça, j'avais envie. Ça m'a donné aussi une adrénaline. J'ai dit, je veux apprendre ça. J'ai 10 ans de boutique derrière moi. Je veux apprendre ce côté un peu live, un peu pareil. Ça gueulait, ça réclamait les plats, Et puis en même temps, ça montait. Puis le chef, il récupérait les plats avec tous les assaisonnements. Puis il dressait ses assiettes. Il bougeait pas. Puis il y avait un côté Christophe Adam. Enfin, vous, c'est ça. Vous, en pâtisserie, vous en voyez pas comme ça en live. Si, maintenant. Si. Les desserts à l'assiette. Ouais. Non. Alors, en boutique, non. En boutique, non. En boutique, non. Nous, on avait les labos à Courbevoie. Tout partait en conteneur. Ça arrivait. C'était des gâteaux qui tenaient 2 jours, quoi. Des gâteaux de boutique qui tenaient 2 jours. Maintenant, là, on apprend à dresser des desserts qui tiennent 10 minutes, quoi. Faut 10 minutes à tout casser, hein. Entre 5 et 10 minutes. Qui font, je sais pas moi, 100 mètres. Des fois un étage à tout casser. Donc c'est ça la grosse différence entre industrialisation. C'est que là, tu dresses un truc et tu le ramènes sur la table du client. Et là, je me dis, waouh, je retrouve mes clients, en fait. Tu vois, les clients. Tu vois le plaisir, tu vois le sourire, tu vois le... Je peux aller, alors je peux pas encore parce que je suis sous-chef, mais je peux quand même quand le chef est pas là, il me dit, bah, tu vas, si je suis demandé, c'est toi qui y vas. Et là, c'est trop cool, je retrouve là le standing parce que les gens qui dînent dans ces endroits-là, c'est pareil, hein, c'est la classe plus. Donc là, tu découvres une clientèle et tu commences à apprendre les codes du luxe, à parler aux gens, à devoir comment s'habiller. Enfin, il y a des codes dans le luxe, et là, waouh. Et là, je dis, puis oui, tu mets pas la main sur l'épaule, ça va. Ouais, voilà. Et puis on est que pâtissier, donc on peut pas non plus. Mais on côtoie des stars. Et puis à l'époque, des Teddy Riner qui étaient rentrés dans le labo parce qu'il était venu dîner. Et puis il avait fait venir dans le labo un monstre là. Enfin, j'ai des images encore comme ça de ouf. Et je me suis dit, waouh, il faut que je perce ça dedans. Néanmoins, il ferme. Il ferme. Et j'ai un sous-chef que j'avais côtoyé. Donc il y avait Dominique Ancel et Benoît Couvrant à l'époque, qui s'est associé après avec Cyril Lignac pour ouvrir les pâtisseries qu'il a ouvertes, qui m'appelle, qui me dit, Nico, je suis sur un projet, je vais m'associer avec Cyril Lignac, on va ouvrir des boutiques, je sais que le Crayon ferme, j'ai besoin d'un chef adjoint. C'était une des questions que j'allais avoir justement, que je m'étais noté, c'est dans ta typologie de chef pâtissier,
je sais pas combien il y en a, je sais pas, 10, 20, 50, je sais pas. À un moment, il y a une sorte de mercato. Enfin, je veux dire, il y a un moment où on vient te chercher. Ouais. C'est à ce moment-là, ouais. C'est à ce moment-là. C'est là que ça a commencé. Avant, c'est toi qui vas dire je vais Ouais, venir, mais il y a un moment où on te dit. Mais après, on arrive sur le truc où, on arrive sur le truc où, alors, soit on vient te chercher, soit tu démarches encore un peu parce que tu sens que tu vaux quelque chose, mais quand même, il y a des places que tu as envie, donc tu joues pas trop. Quand t'as fait tes armes au Barça, il y a le PSG qui vient te. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas encore. Je suis encore très jeune et j'ai fait que 2 maisons de luxe entre guillemets. Et faire agent de pâtissier, quoi. Et ouais. Et bon, alors on fait pas trop les malins non plus. Ouais. Puis on sait que ce milieu de chef, ils se connaissent tous, donc on fait pas les marioles non plus. Donc c'est que de la connaissance en fait. Là, Benoît me dit, avec qui j'avais bossé 5 ans, donc il me connaît par cœur. Voilà, j'ai un gros défi. Toi, je te connais par cœur. On va bosser ensemble. Donc j'ai ouvert la boutique Cyril Lignac dans le 11e avec lui pendant 1 an. Et donc tu bosses avec Benoît et Cyril Lignac. Ouais. Et c'est des gens. Alors donc on va dire ta 3e grosse expérience après Le Crayon et Fauchon. Et là, t'apprends encore autre chose? Bah là, j'apprends. En fait, si tu veux, je vois le Fauchon, donc la boutique de luxe à Paris, les meilleurs qui sont passés, toute l'éducation, Christophe Adam, tout ce qu'il met sur ses gâteaux, les formes, les machins, les trucs. Après, j'ai un an et demi à l'hôtel de Crillon, donc je goûte à l'hôtellerie, place de la Concorde, l'équipe de France qui viennent au balcon au 98. Enfin, moi, j'ai ces images-là, même si c'est passé déjà, mais j'ai ces images-là, très fortes pour moi. Et je me dis, je bosse dans l'hôtel. Alors, va à Forbach, va dire à tes potes que tu bosses dans l'hôtel là. Enfin, oufissime. Ouais. Et tous les défilés, t'y es pris, quoi, parce que ta bouche de métro, elle est fermée parce qu'il y a le défilé du 14 juillet, ta bouche de métro, voilà. Et puis, un truc de ouf. Moi, j'adorais sortir place de la Madeleine à 6-7 heures du mat quand il y a place de la Concorde à 6-16 heures quand tu vois juste le lever de soleil et que tu vois une des plus belles vues pour moi de Paris. Ouais, je suis d'accord. Avec la Concorde, la Tour Eiffel. J'y suis souvent pour courir le matin. Et pour moi, ça reste, je pense, je me suis dit, voilà, je veux bosser pour ça. Et du coup, bref. Après, moins glamour, je retourne dans le 11e ouvrir la boutique de Cyril Lignac. Donc là, je fais 1 an et c'est vraiment pour filer un coup de main à Benoît. D'accord. Donc, je côtoie quand même néanmoins Cyril Lignac. Et pas n'importe qui. Ma mère regarde ses émissions, lit ses bouquins, machin truc chouette. Donc, ma mère a une fierté de dire que si, je commence à le côtoyer. Donc, je fais pas le malin non plus. C'est quand même c'est un bonhomme, hein. Cyril Lignac, c'est un bonhomme. Il arrive, putain, il est grand, il bégaye pas, c'est un chef d'entreprise. Ouais. Même si c'est Benoît qui fait tourner la pâtisserie, c'est un autodidacte sur beaucoup de choses. Il va goûter, il va apprendre de ses voyages, de chez machin. Donc, il est vachement imposant. Il hésite pas, il fonce. Donc, j'apprends pendant ces 1 an-là, j'apprends les peu de fois que je l'ai vu. J'ai eu la chance de faire un ou 2 tournages avec lui. Donc, j'ai préparé son tournage, je suis allé avec lui sur place. Donc, je l'ai côtoyé quand même. Et aujourd'hui, quand on se voit, on se tape la main. Il vient de temps en temps au Prince de Galles. Donc, c'est cool. C'est quand même on peut pas dire, c'est quand même des belles rencontres parce que voilà, c'est pas des hasards, en fait. Mais voilà, je découvre le milieu de la télé un peu. Et voilà, je me rends compte, je vois ce que c'est l'envers du décor, comment ils préparent les trucs et tout, bref. Néanmoins, pendant 1 an, voilà, c'est la production de nouveau. Et là, tu t'envoies jamais sur des émissions, justement, ça t'a jamais intéressé là-dessus? Ah si, après ça vient par après, mais on les choisit pas trop, mais d'ailleurs, ce soir, je passe à 23h30 sur TF1. D'accord. Non, sur M6, je sais plus quoi, Secret de Chef après Top Chef. Ok. Mais ça passe ce soir. Mais bon, bref, ça arrive après. Mais là, je goûte à ce milieu-là, en fait. La télé, puis Cyril Lignac, l'accent, une fois de plus, tu rentres chez les potes, tu dis, tu travailles avec Cyril Lignac, il a ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment une vie de fou, en fait. Quand je le dis, pour nous, c'est comme tu dis, c'est des choix, je les ai faits. Je me suis levé, j'ai dit, je veux aller là ou je veux aller là. Je n'appelais pas ma mère me dit, écoute, mon fils, tu fais ce que tu veux. Je dis, jusqu'à maintenant, je sais même pas ce que tu fais, en fait. Elle me dit, chaque fois, t'es d'un truc à l'autre et chaque fois que tu m'appelles, j'ai l'impression que, donc, c'est vraiment comme tu m'as dit avant, c'est toi qui te dis qu'est-ce que je vais faire maintenant. Néanmoins, au Crayon, j'ai rencontré ma femme. D'accord. Qui est aujourd'hui ma femme. Qui était en stage en communication. D'accord. Et donc j'ai commencé à la fréquenter et au Crayon, et elle a commencé à me filer ses premiers avis de Lignac, de machin et tout à l'époque. Donc c'était encore mes choix à moi.
Mais après Lignac, c'était les choix à nous deux parce qu'elle m'a beaucoup aidé. C'est aujourd'hui, j'en suis là aujourd'hui. Ici, je suis là en face de toi aujourd'hui. C'est tous mes choix, toutes mes décisions, même si je les ai de cœur, elle me donne toujours son opinion dessus. D'accord. On en reviendra après, mais n'empêche, j'ai rencontré ma femme. Pareil, par la pâtisserie. C'est les gâteaux qui m'ont fait rencontrer ma femme qui est tombée dedans. Et alors, sachant que là-dessus, on reviendra sur ce point très précis, mais du coup, à ce moment-là, tu as le temps de la voir. Tu bosses toujours autant. Ouais. En fait, je passe d'un crayon où on respecte un minimum les horaires, un minimum, donc oui, on a le temps de se fréquenter un peu, après un Lignac où c'était ma pire année. Parce que il est super gentil, il est super tout, mais c'est un bosseur de fou. Et je suis un bosseur de fou, mais cette année, elle a été très très difficile au point où elle m'a dit, écoute, c'est soit, alors je veux bien, je respecte ton choix, ta vie et tout, mais on peut pas, on fait rien ensemble, on se voit pas, tes jours de repos ils changent tout le temps, tu les sais au dernier moment, tu passes des 48 heures au boulot, je faisais que ça pour réussir, une fois de plus, réussir. Mais là, quand même, tu tombes sur des gens, c'est plus des copines, c'est des gens quand même qui te tapent un peu parce que elles sont passionnantes, parce que tu vas voir un peu plus loin, et voilà, c'est quelque chose qui naît un peu plus loin que, voilà, il y a ce truc là qui est né et t'as pas envie, et là bizarrement t'as ce truc là de dire jusqu'à maintenant c'était marche ou crève, et là non en fait, et j'ai dit non à un moment, j'ai dit non à Benoît aussi, mon père de cœur aujourd'hui, et j'ai dû rentrer dans le bureau, je lui ai dit j'arrête quoi, parce que c'est elle ou le milieu, et là t'avais rien derrière. Et si... Alors, à un moment, elle me dit, écoute Nico, je vais me mettre avec toi, je te demande pas d'arrêter comme ça, mais dis-moi au moins, ok, je cherche quelque chose d'autre pour toi et on va chercher autre chose. Et là, en 2-3... c'est une fonceuse, ma femme. Elle me trouve une annonce, réouverture du Prince de Galles en 2013. Et elle me parle de ça. Donc j'en parle de rien encore à Benoît et tout. Prince de Galles, Grand Hôtel, avenue Georges V. Avenue Georges V. Là, tu t'éloignes un petit peu quand même, tu fais 2-3 kilomètres. Je m'éloigne de chez eux pour retrouver le Triangle d'Or, avenue Georges V, mais surtout l'hôtellerie. Oui. Surtout l'hôtellerie, et puis là, une réouverture d'hôtel. Et alors juste, petit aparté, parce que tu disais que tu n'avais jamais fait de palace et de choses comme ça avant le Crayon. Est-ce que on peut débarquer, puisque tu es au Prince de Galles aujourd'hui, je peux débarquer au Prince de Galles et à l'heure du thé, par exemple, et manger une pâtisserie? Ouais. Non, c'est un truc qu'on fait pas forcément. Mais on fait pas, mais ça commence tout doucement, mais ouais, et puis avec plaisir, j'espère bien que tu vas. J'espère bien que tu vas débarquer. Mais je veux dire, voilà. Du coup, c'est quelque chose, c'est vrai que je sais pas un réflexe qu'on a, mais finalement, c'est aussi un moyen relativement accessible. Je dis relativement accessible parce que j'imagine que tu payes pas 4 € ton éclair, mais finalement relativement accessible d'aller dans un lieu exceptionnel avec un service exceptionnel où finalement pour, je sais pas, j'imagine 15-20 € par personne, tu peux avoir un café, une pâtisserie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et nous aujourd'hui, on en reviendra après, mais c'est notre rôle aujourd'hui, chef pâtissier d'hôtellerie, de véhiculer Moi, je dis toujours qu'on est les prochaines boutiques. On est les prochaines pâtisseries. Les hôtels, parce que on a les moyens d'offrir du bon, et que c'est vrai que dans une boutique, c'est compliqué, à moins de s'appeler Pierre Hermé, ou il y a encore quelques noms, comme Cyril Lignac, comme il y en a qui tiennent, hein, mais quand même, comparé à toutes les pâtisseries qu'il y a à Paris, on est quand même dans deux, il n'y a pas du juste milieu, quoi. C'est ou la petite pâtisserie, ou la pâtisserie de luxe. Donc voilà, non, mais pour revenir à ton arrivée au Prince de Galles. Ouais, alors là, ça s'est fait. C'était rocambolesque aussi, hein, cette histoire, hein, parce que du coup, en même temps que ma femme me parle de cette annonce, je vois Christophe Adam qui poste à l'époque, donc on s'était mis Facebook, machin, compagnie. Je cherche un chef pâtissier, nanani, nanana, et puis là, je lui demande ce que c'est, et il me dit, Nico, c'est vraiment pour toi cette place. Chef pâtissier. D'accord. C'est pour toi cette place. Je dis ok, c'est laquelle? Il me dit c'est le Prince de Galles à Paris. Et je connais très bien la chef, Stéphanie Lecalec. Ouf, ma femme me parle de cette place. Lui, c'est toujours comme ça. Les annonces, on dit jamais ce que c'est jusqu'à temps de. Et alors il me dit voilà, c'est vraiment un profil comme toi. T'es une machine. Tu vas faire ça, les doigts dans le nez, avec tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant.
Donc, je prends contact avec Stéphanie Lequelec. Comment ça se passe? Ok, bon, ben, pour prendre cette place de chef, il faut me faire un testing. Je connais pas, t'as pas été chef avant. Je vais t'organiser un testing, donc toute une matinée de prod, et tu vas me sortir une quantité de desserts que je vais te lister, un concours quoi. Je vais te lister et Mais t'as quand même, tu les prépares, elle te les donne pas à 8h du matin. Non, elle me les donne un mois avant ou 2 semaines avant, je sais plus combien, mais elle me les file avant. Et là et il y en a d'autres qui passent le testing en même temps. Ouais. Ben là c'est comme ça maintenant les places à Paris. Et là je dis ok, pas de problème. Alors moi sûr de moi, je vais bosser et tout. Et puis là je vais voir Benoît, j'annonce ça à Benoît. Benoît, il avance ça à Cyril, ça pète dans tous les sens. Ils veulent pas que en tout cas que je m'entraîne chez eux. D'accord. Parce que y a beaucoup de prod, parce que ce que je comprends, hein, qui voulaient peut-être pas que je parte non plus, que voilà. Et donc ça, tu peux pas le faire chez toi, hein, soyons clairs. Non. Non. Avec ta cuisine Ikea. Et surtout que je bossais beaucoup chez Lignac. Ouais. Donc du coup, je rappelle mon pote de chez Fauchon, donc Patrick Paillet. J'appelle mon pote et je lui dis écoute. Je lui explique toute l'histoire, il faut que tu m'aides, j'ai besoin du labo. Il me dit Nico, tu prends les clés, le labo il est à toi quand tu veux, les matières premières sont à toi quand tu veux. Donc là encore, grand merci à Patrick à l'époque qui m'a ouvert les portes, mais alors je faisais genre 15 heures chez Lignac, et puis après j'allais près de Montreuil, là, dans le 11e, puis après j'allais à Colombes, à Courbevoie à m'entraîner, puis je re-rentrais à l'époque j'habitais Maison-Alfort, enfin bref, je continuais dans cette connerie de bosser comme un cinglé là. Et j'ai bossé comme un fou. J'ai appelé Cédric pour qu'il me file un coup de main. J'ai appelé tous mes potes pour qu'ils m'aident à préparer ce truc là, cette place et tout. Je présente tout le jour J, j'arrive et je bosse, mais je pense que j'ai passé 48 heures sans dormir. J'y suis allé le jour J avec une voiture pleine à craquer. J'ai présenté tout, mais genre c'était 4 viennoiseries, 4 desserts tea time, donc plus boutique, orienté boutique. 3 desserts à l'assiette, des petits fours, une pièce en sucre, une pièce en chocolat. Enfin bref, c'était un truc de fou. Et je passe tout. Je présentais ça à elle, au directeur général, ressources humaines, je sais plus qui. Et c'était dans une école. Ils avaient réussi à avoir une école pour faire ça. Et là, tu fais ça tout seul. Accompagné des potes, quoi. Ouais, des potes qui t'aident, mais tu bricoles. Cédric était à l'époque sous-chef au Meurice. Il me libère un gars pour qu'il m'aide. J'avais le droit à un commis sur place, donc il me file un de ses commis. Enfin, on s'aide, quoi. On s'aide comme on peut. J'envoie tout. Et je me barre à 14h sur les rotules. Mais je me rappelle comme c'était hier, sur les rotules. Je vais encore signer la vente de mon premier appartement l'après-midi. Enfin, on est des machines, quoi. Et puis j'attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'attends. Merci beaucoup. C'était génial et tout. Mais je sais au fond de moi que j'avais foiré mes desserts à l'assiette. Parce que j'avais pas eu le temps de préparer mes desserts à l'assiette. Enfin, j'avais appris tout, sauf les desserts à l'assiette. Même au crayon, j'avais pas vraiment appris les desserts à l'assiette. Et puis, je l'ai pas à la place. Donc ça, il y a pas beaucoup de monde qui le sait. Et puis maintenant, j'en rigole. Mais je l'ai pas à la place. C'était un peu un échec pour moi. Parce que Christophe Adam m'a mis sur le coup. Parce que j'avais sollicité l'aide de tout le monde. Et puis, c'est un petit milieu, donc tout le monde le savait. Et puis, je l'ai pas eu. Chiant. Et surtout, j'imagine, mais à la fois... je veux dire, en face de toi, t'as, je sais pas, 3, 4, 5 personnes, c'est pas, c'est des mecs aussi bons que toi, ou des nanas aussi bons que toi. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y en a bien 3, 4 qui l'ont pas. Oui. Et, mais on pense pas à ça. Enfin, nous, on pense, bien sûr, on pense pas du tout à ça. C'est le de Formule 1, ce que tu disais. Voilà. Mais ouais. Et surtout que chez Lignac, je pouvais plus faire marche arrière parce qu'il m'a dit, écoute, mon grand, t'as voulu partir, tu pars maintenant. Il m'a dit, il est assez, lui aussi, il m'a dit, t'as voulu partir, tu pars, voilà. Salut. Fin du mois, t'es plus là. Ok. Et là, Stéphanie Lequelec m'appelle et me dit, écoute Nico, on peut se voir. Ok, on va sur un espresso sur les champs. Elle me dit, voilà, t'as pas eu la place, je suis désolé. Néanmoins, t'as un potentiel. Alors, je me vois un peu chez Christophe à Forbach. T'as un potentiel. Et si tu veux, je crée un 2e poste de sous-chef parce que celui que j'ai pris arrive avec un sous-chef et j'ai le droit qu'un sous-chef pâtissier. Mais je crée un 2e poste de sous-chef pâtissier si tu veux faire l'aventure du Prince de Galles avec nous en tant que sous-chef pâtissier. Alors, je peux comprendre que tu baisses pas ton froc et que tu vas bosser avec celui qui a eu ta place. Néanmoins, c'est tout ce que je peux te proposer et je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire et ça peut te permettre de travailler justement ce côté dessert à l'assiette que t'as pas pour l'instant. C'était vite vu, hein.
Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai dit de toute façon, qu'est-ce qu'il y a? Je vais retourner dans un hôtellerie. Si c'est vrai ce qu'elle me dit, ben, je vais apprendre les gâteaux, les desserts à l'assiette et je vais faire que ça, quoi. Et là, le premier jour, quand t'arrives, donc le chef est à ce moment-là. Yann Couvreur. Yann Couvreur, si exactement, oui, bien sûr, oui. Et donc, Yann Couvreur, le premier jour, tu le regardes, t'es quand même un peu vénère. Bah, même pas le premier jour, ouais. En tout cas, elle m'organise un entretien parce qu'elle lui impose ma présence, en fait, dans son équipe. Ça doit être électrique, quand même, les premiers. Donc, elle lui a dit, OK, ta carte blanche, il est venu avec toute son équipe d'avant. Lui, il est arrivé avec 6 personnes. Donc, vous arrivez dans une équipe sous-chef où tu sais que le mec t'a postulé pour sa place. On s'est vu en entretien avant 1 heure, mais pas en entretien, mais histoire de faire connaissance. Et il m'a dit, ben, Nico, en fait, t'as Christophe Adam, Jérôme Chaussès, Cyril Lignac, et maintenant, pourquoi tu viens travailler avec moi? Enfin, il me dit ça. Je dis, ben, en fait, je viens pas avec toi, je viens avec Stéphanie. Enfin, et puis, pour le Prince de Galles, néanmoins, si elle te prend, c'est que t'as des bons desserts à l'assiette, et c'est ce que je dois apprendre. Ok, il me dit, c'est tout ce que je voulais savoir. Il me dit, mais sache que je viens pas pour la place de chef. Je suis ton sous-chef pâtissier. J'ai aucun problème à ça. Et pendant longtemps, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'étais allé directement au Prince de Galles en tant que sous-chef pâtissier. Mmh. Après, j'ai jamais, là, je te le dis à toi, et maintenant, j'en parle avec le sourire, mais. Il y a pas que moi, hein, tu le sais. Hein. Non, mais bah, justement, je dis à toi, mais à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, voilà, on en rigole. On dit toujours quand plus tard, on en rigolera. Aujourd'hui, j'en rigole. Mais c'est vrai que ça a été de nouveau des moments où je me suis assis, où c'est des moments qui sont très longs parce que c'est des décisions à prendre très longues. Sur le moment, sont très longues. Aujourd'hui, on en rigole, mais... Oui, mais dans ton histoire, on sent bien que... Alors, il y a eu un moment difficile à vivre chez Lignac où ça a pas été peut-être moins rose, mais que tu as appris des choses. Que là, tu arrives donc... et que ça a été aussi, j'imagine, là où tu vas chercher des ressources pour... c'est ça, parce que la réussite, si on peut parler comme ça, ou en tout cas l'évolution... il y a des moments où tu stagnes un petit peu. Ouais. Et j'imagine que là, l'humilité qu'il faut avoir pour faire ça, et aussi la manière dont tu approches Couvreur en disant je suis là pour être ton sous-chef et pas pour prendre ta place. Ouais. Faut ravaler un truc, mais j'imagine que tu as appris des choses. Enfin, tu vas me le dire. Ouais. Après, à ce moment-là, j'ai eu la chance justement d'avoir ma femme. Parce que gros échec pour moi dans mon métier. Parce que sur le coup, on le vit comme un échec, hein, parce qu'on voit pas plus tard, on sait pas ce qu'on va devenir, ce qu'on va être, si on va avoir la place ou pas. Donc gros échec, mais là, t'as ta femme à côté qui te soutient. C'est là que tu commences à te dire, voilà. T'as quoi, t'as 28 ans, 29 ans. Enfin, ouais. L'équipe que tu crées, en fait, le couple, en fait, parce que ça joue vraiment un rôle, je pense, dans une réussite. Je pense que dans les deux sens, mais là, je pense que moi, j'ai vraiment bien trouvé ma moitié. J'apprécie d'autant plus ça parce que j'en parlais avec notamment Flore Ségalène qui écoute probablement ce podcast qui est chez Lagardère et qui me disait souvent on entend des invités de Génération Do It Yourself qui parlent de leur moitié, homme, femme, mais sans un hommage aussi appuyé que ce que tu le fais. Et je dois avouer que là on sent qu'il y a un truc, enfin au-delà de l'amour. Sur le côté professionnel du partenaire de vie, quoi. Ouais, même si pareil, peut-être sur le coup on s'en rend pas compte. Aujourd'hui, je peux vraiment le dire parce que je pense que c'est elle qui m'a dit à des moments maintenant c'est où tu fais ça, où tu fais pas ça, même si on peut se dire putain fais chier nanani nanana, mais voilà, j'ai raté. On est parti un week-end, elle m'a dit écoute Nico, t'as quand même quelque chose, on va trouver, t'inquiète pas. Elle, beaucoup d'études, elle fait beaucoup d'études dans le marketing et tout. Et là, ouais, aucun problème pour moi. Enfin, je pense que c'est une force aussi, justement, cette humilité de dire à Yann, bah écoute, j'ai pas perdu du temps à te marcher sur les chaussures, enfin, je suis pas là pour ça. En fait, je suis pas là pour ça. Voilà, j'ai besoin d'apprendre les desserts à l'assiette. Donc, je vais derrière, je regarde tout ce qu'il fait. Je regarde tout ce que Stéphanie elle fait. Elle gagne Top Chef en 2012, donc je m'étais intéressé à ce qu'elle faisait. Elle est très instinctive, donc je regarde sa cuisine de très près et je regarde au millimètre tout ce qui se passe dans cette cuisine. Et je commence à être un peu le bulldozer de cette cuisine et à être vraiment le numéro 2 caché de Yann Couvreur.
et qui a fait partie un peu de sa réussite. Alors je le dis, s'il m'écoute, il va peut-être rigoler, mais je pense que c'est vraiment ça. Après, je sais pas dans quelle mesure il y a toujours ça, j'imagine, ou j'espère que toi, tu te dis que les gens qui sont autour de toi font partie de ta réussite aussi. Ah oui, je veux dire, il y a quand même ce truc qui est toujours là. Oui. Je veux dire, après, Yann, il aurait pu se battre pour que je vienne pas, par exemple. Oui. Donc aujourd'hui, on a fait équipe ensemble pendant 1 an et demi, c'était top, il m'a fait rire. C'est quelqu'un qui, peut-être professionnellement, on n'a pas la même vision, et peut-être c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble que 1 an et demi. Néanmoins, il m'a donné ce truc-là de la création. La création minute. Et ce qui est quand même dans le parcours, une question que je te pose depuis le début, mais tu es arrivé sur cette partie de vraie créativité moins prod, finalement. À ce moment-là. Là, okay. J'ai été avec quelqu'un qui préparait rien, qui n'avait pas d'organisation, mais qui arrivait. Donc, il arrivait sur place comme ça. Attends, j'ai des fraises, j'ai de la meringue, j'ai une truc, ok, tac, 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 tac. Et puis, il sortait un truc qui était waouh. Et là, je me suis dit waouh. Et je regardais tout ce qu'il faisait. Et donc, bien sûr, je le remercie aujourd'hui parce que il est comme il est. Et il va rigoler parce qu'il sait très bien. Aujourd'hui, il vient, on se fait les bises. Il vient souvent en Prince de Galles, on parle beaucoup. Il m'a appelé pour son dernier livre. Bon, bref. Néanmoins, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je prends tout ce que je peux chez tout le monde et je pense que ceux qui arrivent à prendre et à réinterpréter ça à leur façon à eux. Donc j'ai fait vraiment 1 an où les desserts du menu déjeuner, c'est moi qui les sortais. Je lui les présentais à lui tous les lundis, quasiment tous. Puis lui, il me disait bah non, ça j'aime pas, ça si, ça. Et c'est là que tout ce qu'il aimait pas, moi je me les mettais de côté déjà parce que je trouvais que c'était quand même mon truc à moi. Mais néanmoins, c'est pas ça touche à lui, je comprenais. Mais c'est là que j'ai commencé à me faire mes trucs. Et au bout d'1 an et demi, j'ai l'hôtel La Réserve qui ouvre. Donc je le sais pas vraiment. Mais j'ai quelqu'un du Prince de Galles qui va faire cette ouverture en F&B, donc ce qu'on appelle F&B, ce côté restauration, qui parle de moi au chef, Jérôme Banquetel. Je sais pas si ça te parle, mais Jérôme Banquetel, très, très, très grand chef, mais surtout connu à l'époque pour sa rigueur et son don d'être un légionnaire de cuisine, quoi. Tous les gens qui y sont passés m'ont dit, mais t'es complètement taré d'aller bosser avec lui. Et, mais j'en pouvais plus de bosser avec Yann. Donc, je suis arrivé à un moment où je saturais un peu, où t'as cette impression que c'est toi qui fais tout, mais tu sais pas ce que lui fait derrière. Donc, voilà. Donc, tu dis que t'es capable. Donc, et un Jérôme Banquetel qui te dit, je fais les premières visites avec lui, qui parle pas beaucoup, qui a 45 ans, qui est un légionnaire, qui est un tueur en série. Mais lui, un tueur en série. Et qui te dit, bon, ben, je cherche un chef pâtissier, j'ouvre La Réserve. Je te le dirai qu'une fois. Je veux 2 étoiles la première année au guide Michelin. Je te le dirai qu'une fois. Le train, il est avancé. Tu viens avec moi, tu viens pas avec moi. Sans testing, sans rien. Il me dit, voilà, je te prends avec moi. Sans testing. Donc, je sors d'un truc où on me demande un testing de fou à quelqu'un qui me demande un. Donc, il a dû me suivre. Il a dû entendre ce que je faisais. Et effectivement, le directeur de la restauration lui disait qu'il traitait souvent avec moi, j'imagine. C'est ça qui a fait que lui faisait sûrement une confiance aveugle parce qu'ils avaient bossé ensemble auparavant. Et m'a pris moi, donc pour l'ouverture de La Réserve. Et là, ben, je suis allé voir Stéphanie, je lui ai dit, écoutez, chef, je pars. Avec une petite larme, mais je pars. Elle aussi, une petite larme. Elle me dit, ben, Nico, c'est la médaille d'or, elle t'arrive à toi. Tu m'as géré ce labo de ouf. Je peux rien te dire. Tu vas ouvrir, tu vas prendre ta première place de chef. Je te souhaite que le meilleur. Jérôme, c'est un tueur, comme t'as entendu, mais voilà. Et je suis parti. Mais elle m'a dit, on retravaillera ensemble un jour. En tout cas, c'est ce qu'elle espérait. Je pars à La Réserve, je découvre un mec légionnaire. Jérôme Banquetel, il parle pas et quand il parle, c'est pour tuer. Non mais un truc que j'aime. Genre avant, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu me racontes, c'est des enfants de cœur. Ouf, oui. Mais vraiment un truc de fou. Mais je le calme. Et là, c'est il y a pas longtemps, donc c'était il y a 2-3 ans. Là c'était 2015, La Réserve. 2015. Donc t'es encore prêt à encaisser, à t'en prendre plein la gueule. Et là, en fait, ma femme n'en pouvait plus de me voir bosser pour Yann. Donc elle m'a aussi dit, saisis cette chance. Et moi je lui dis par contre, chérie, je vais repartir pour 1 an parce que lui c'est un cinglé. Elle me dit ouais mais ça va être pour toi. Éclate-toi quoi. Et
Et donc, ouais, je repars dans un an. C'est le meilleur pote de Cyril Lignac. Enfin, voilà. Ils font la paire tous les deux. Néanmoins, je découvre quelqu'un et je le calme avec mes desserts. Donc, j'ai jamais rien dit. Je l'ai toujours respecté à 2000%. On a fait une année où j'ai fermé ma gueule et je me suis dit, je suis allé là-bas. Il me fait venir sans. Tu t'es dit, je délivre, quoi. Ouais. Mon objectif, c'est pas d'ouvrir ma gueule, c'est de lui donner les meilleurs desserts. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu tout le monde. J'ai fait mes 1 an et demi avec Yann. J'ai pu voir ce qu'elle faisait la chef. J'ai eu du Adam, j'ai eu du Chaussès, j'ai eu du Lignac. Maintenant, il faut que je sorte un truc. Il veut 2 étoiles la première année. J'ai regardé ses plats, c'était franchement lui, il a traîné 2-3 étoiles pendant 10 ans, mais c'était chaque fois le chef exécutif de Alain Sanderins, de Bernard Paco. Et aujourd'hui, c'était sa première place de chef. Donc lui, il allait pas recommencer à 1 étoile. Il m'a dit, on ouvre en janvier. En février l'année prochaine, on ouvre le bouquin rouge, on a 2 étoiles, mais je te le dirai plus cette année. Parce que c'est pas un gars qui parle. Donc je savais où il voulait aller. Et tous les deux, vous preniez votre première place de chef, donc. Bah ouais, mais lui était déjà chef, mais toujours sous la tutelle de quelqu'un. Mais c'était sa première vraie place de chef dans un bel établissement comme ça. Et moi, pareil, première place de chef à la Réserve Paris. Si tu connais un peu les lieux, c'est vraiment intimiste, mais c'est un bijou. Ouais. C'est 40 chambres, dont 28 suites. C'est Michel Rébier, un Français, qui ouvre ça et qui veut le top du top du top, qui veut être palace parce que t'as un minimum de 3 ans à attendre, mais au bout de 3 ans, être palace, qui veut être dans les meilleurs, qui veut tout, meilleur. Et alors là, je rentre dans un truc, dans un vrai process de création. Et j'ai sorti mes premiers desserts et mes meilleurs desserts avec Jérôme. Parce que en sentant, je sais pas, tu sens ce truc-là, t'as un mec à côté de toi qui est chaud patate, qui bosse tout le temps et tout, et du coup toi ça te fait sortir de tes trucs, et là tu commences à t'inspirer, tu commences à voir goûter un jour des saveurs, des textures que t'as envie de refaire découvrir aux gens, et là tu te dis, c'est plus le maroilles de maman que je vais mettre sur la table, mais ton dessert à toi, pour des gens qui attendent plus pas le maroilles de maman, mais un dessert 2 étoiles d'un restaurant gastronomique. Et là, je te jure, je passe mon pass comme ça et je vois la salle à 3 mètres, quoi. Les tables clients, je les vois. Donc, c'est mon premier pass que j'ai où je peux envoyer un dessert qui tient 30 secondes. C'est juste ouf. Le pass, c'est le passe plat. Hein, donc, entre la cuisine et c'est ça. la Même salle, lui, en cuisine, est un tout petit peu plus loin. Ouais. Moi, tu fais un soufflé, tu le sors du four, il est sur la table, quoi. Donc, j'ai envoyé même un soufflé avec une quenelle posée sur le soufflé pour te dire la vitesse que ça allait. Et là, je sors un dessert, 2 desserts, 3 desserts, 4 desserts, ma première carte. Et Jérôme, il me dit juste ouf, quoi. Il me dit, vas-y, il goûtait, c'est un gourmand, il me disait, moi j'avais besoin de ça, de ce truc, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça, mais c'était un gourmand et pour moi un chef cuisinier doit goûter les desserts et doit dire c'est bon, c'est pas bon parce que il les goûte comme, j'estime qu'il les goûte comme il goûte ses plats et il faut qu'il y ait une cohésion. Mais moi j'ai un don, je pense, c'est de me coller à la cuisine du chef. C'est-à-dire que je vais goûter ces plats et je vais créer par rapport à, comme un caméléon, je vais un peu en tout cas, je sais que c'est le chef cuisinier qui a son restaurant. Nous, on a le tea time un peu plus, qu'on est chef pâtissier, néanmoins, mais que c'est quand même lui qui a le dernier mot. Donc, ça sert à rien de me dire, non, ça c'est mes desserts. Non, c'est nul. Enfin, toi, tu viens dîner, tu t'en fous. À la limite, si, tu vas dire c'est qui le chef, mais t'as envie de passer une belle expérience du début jusqu'à la fin et tu vas dire waouh, c'est ouf, même en dessert ça suit le salé et là Jérôme il goûtait, ouais, c'est bon, on y va, c'est bon, on y va, c'est bon, on y va, et il m'a gardé là sous son truc et on bosse, on y va. Et là Stéphanie Kelly qui est revenue à la réserve goûter, elle me tabassait, hein. Tiens, j'ai goûté tes meuniardises, tu peux faire mieux. Donc j'avais quand même une Stéphanie Kelly qui m'observait de loin. Et lui qui me challengeait et j'avais ce truc des 2 étoiles. Donc voilà, je fais mes meilleurs desserts à la réserve. Et puis là, on fait des dîners pour Anna Wintour en mode elle privatise tout l'hôtel. Et là, j'envoie Anna des desserts. Wintour, donc qui est la directrice de Vogue. Ouais. Et qui arrive et c'est juste, je pense que c'est le truc le plus exigeant de ma vie que j'ai jamais fait, quoi. Et donc du coup, ça dure au bout d'1 an et 2 mois, t'as le petit livre rouge, le guide Michelin. Ouais, là c'est au bout d'1 an, au bout d'un an, ouais. Bah en fait, avant le guide Michelin, j'ai Yann Couvreur qui part du Prince de Galles.
Donc au bout, il fallait que je reste un an à la réserve. Et ça, je le dis maintenant. Pareil, ça fait partie de ma vie. C'est comme ça, les gens ils l'acceptent ou pas, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Gros tournant de ma vie aussi, grosse décision de ma vie aussi. C'est qu'en juillet, j'ai dû aller dans la cuisine de Jérôme et lui dire, chef, on peut se voir? Ouais, vas-y, dis-moi. C'est un mec qui est tout le temps dans sa cuisine, hein, de 7h à 2h du matin, tout le temps. Chef, on peut se voir? Ouais. Je pars de la réserve au bout de 6 mois, 7 mois. Mais je lui dis, voilà. Dans son projet d'étoile, en plus, c'est relou. Ouais, ah ouais. Et il tape dans la porte, on se voit dehors, il est énervé, mais ce que je peux comprendre, mais j'avais cette place du Prince de Galles, j'avais revu la chef et j'avais cette place de cœur et cet endroit de cœur, cet endroit où j'avais toujours envie d'être. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Enfin, je reste à la réserve, Jérôme, mais pas l'âme de l'hôtel qui m'allait complètement, mais je vais avoir cette gloire des 2 étoiles où je vais dans un endroit avec une chef une maman, quoi, qui m'a suivi, qui est revenue me chercher, qui a d'autres candidats à qui je suis parti, mais elle me reprend. Et là, je suis allé dans sa cuisine, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, je pars. Et pour faire ça, je peux te dire que soit t'as bien pris ta décision, parce que franchement, ça n'a pas été de tout repos. Et effectivement, c'est aussi à ce moment-là que du coup, tu vois passer tous les directeurs qui te prennent dans leur bureau et qui disent, qu'est-ce que tu veux pour rester? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour rester? Enfin, et c'est là que tu prends conscience que t'es quelque chose, en fait, que t'es quand même quelque chose. T'as pris un peu de valeur, ouais. T'as pas bossé pour rien, quoi. Ouais, mais je savais, moi, ma décision, encore une fois de plus, ma décision était prise, catégorique. Ma femme me suivait à 100%. Je lui ai dit, Jérôme, je reste avec vous jusqu'au livret. Je fais toutes les cartes, promis juré, et je lâche rien. Pas comme des fois quand on peut partir et on pense déjà. J'avais vu avec Stéphanie, je reste jusqu'au bout à la réserve. J'ai un engagement moral avec le Jérôme. Livret, c'est quoi? Le guide. D'accord, ouais. Jusqu'au guide, bon, on va dire, ils sont imprimés fin décembre. Donc voilà, jusqu'en fin décembre, je suis à la réserve et je fais les cartes jusqu'en février. Ne me demandez rien avant d'arriver avec une carte de prête et tout. J'ai un contrat moral avec Jérôme et je le tiendrai. Donc ça a été dur pendant 2-3 semaines, lui a encaissé. Néanmoins, il a vu que je restais et que je lui ressortais encore des desserts. Et j'ai fini, il m'est pas venu me faire des grands discours. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bonne continuation, quoi. Il était très déçu que je parte. Ce qui peut se comprendre parce qu'il m'aimait bien. Je suis arrivé au Prince de Galles. Elle courait aussi pour la 2e. Donc, je suis arrivé au Prince de Galles. 15 jours après, pour la 2e étoile. Voilà. Ouais. Le guide Michelin sort. Donc, je pars de la réserve avant l'annonce. Néanmoins, tout était joué, quoi, je veux dire. Et lui a les 2 étoiles et elle n'a pas les 2 étoiles. Donc, j'ai elle qui me dit, tu crois pas que t'as fait le mauvais choix et tout? Je dis non, enfin, je suis pas un gars qui bosse pour l'argent ni pour la gloire. Enfin, c'est pas ça, mais j'ai 32 ans, je fais mes choix. Aujourd'hui, je me construis. Le Prince de Galles, pour moi, c'était vraiment une maison où je pouvais me construire. Et avoir quoi? Vous allez avoir 2 étoiles, c'est pas mes 2 étoiles à moi, j'arrive. Par contre, mes 2 étoiles, c'est plus la réserve que les vôtres. Maintenant, c'est sûr que je vais pas être chef d'un 2 étoiles. Néanmoins, je sais ce que j'ai fait et je sais ce qu'il faut faire pour les avoir, ces 2 étoiles. Et là, on se revoit à un événement avec Jérôme qui vient me voir, qui me dit merci pour ton année. Parce que lui, j'ai espéré de tout mon cœur qu'il ait ces 2 étoiles parce que c'était la seule chose qu'il puisse faire quand. Et effectivement, on se revoit et il me dit merci beaucoup. Et voilà, du coup, il est toujours très bref dans ses messages. C'est bien. Des fois, il voit mes desserts que je sors, il me met des mots sur Instagram. Très bien. Enfin, mais c'est comme ça, il parle pas. Mais si déjà il marque un commentaire, c'est déjà. Voilà, donc je sais que j'ai encore une rencontre là qui fait que on a fait quelque chose ensemble. Et pour les MOF, je l'ai rappelé d'ailleurs. Les MOF, c'est les meilleurs ouvriers de France. Voilà. Et là, on arrive. Donc, je retourne au Prince de Galles. Je suis Nicolas Paciello. J'ai côtoyé un peu de com à la réserve, mais pas trop. Ouais. Ma femme est dans la com, donc qui était directrice communication du Burgundy Paris à l'époque. Donc, c'est totalement ce qu'elle veut pour moi. Ouais. Je suis un peu son produit. Mais néanmoins, moi, j'ai une armée de com au Prince de Galles, donc elle peut pas trop se mêler de ma com. Donc voilà. On en parle quand on rentre le soir, mais on fait très attention à pas trop mélanger. Elle a quand même son chef pâtissier au Burgundy. Moi, je suis ici. Ouais. On peut pas trop mélanger les plates-bandes. Mais
c'est là que je me dis qu'en plus de tout ce qu'on a vécu ensemble, parce qu'on a acheté des apparts, on a galéré dans les travaux, enfin, les places que j'ai pris où elle a vraiment, la réserve, elle a nouveau fait 1 an. Je l'ai demandé en mariage pendant la réserve parce qu'on est mariés aujourd'hui. Donc voilà, non, mais oufissime, quoi. Enfin, mais elle était là, quoi. Elle était là et quand elle m'a dit oui, prends cette place au Prince de Galles, je sais pourquoi, parce que au Prince de Galles ils sont carrés sur les heures et même si je bosse beaucoup, je savais que j'avais 1 an encore beaucoup de défis pour tout remettre en place, mais je savais qu'aussi que une fois que j'aurais refait mon équipe et tout, que j'aurais fait ma place dans ce milieu parisien, j'allais être tranquille, du moins, tu vois, là ce soir je suis là, j'ai un service au Prince de Galles, je suis là, voilà, j'ai des gens qui je fais très confiance et c'est ça que je me bats depuis que je l'ai rencontré, c'est de gagner cette tranquillité. C'est là où je reviens sur l'importance de l'équipe. C'est que là, t'es ici, tu parles, et il y a des gens qui sortent des desserts. Et donc, c'est aussi grâce à eux. Et c'est ce qui est fantastique dans tous nos métiers, je crois, les points communs qu'on peut avoir dans ce qu'on monte. Et du coup, t'as par exemple un compte Instagram assez incroyable, plus de 50 000 followers. Ça, là-dessus, c'est la com du Prince de Galles, c'est ta femme, c'est toi? C'est moi. Ouais. Guidé par ma femme. D'accord. Pas du tout le Prince de Galles, malheureusement. Voilà, si je reproche un peu à la com du Prince de Galles, c'est de pas avoir misé sur les réseaux sociaux et sur mon compte Instagram. Néanmoins, aujourd'hui, je prends une dizaine de résas pour le Tea Time, rien que via mon Instagram. Ils s'en rendent pas compte, donc c'est pas grave. Néanmoins, aujourd'hui, je cultive ça. Une fois de plus, ça avance. Je me tue pas pour avoir ces followers. C'est un jeu pour moi. Je publie ce que je fais, ce que j'aime faire. J'essaie de je comprends qu'Instagram, ma femme m'aide beaucoup. Hein. Elle me valide mes photos. Elle m'apprend comment faire des feeds un peu brouillons sur d'autres applications. Ouais. Donc, j'apprends ce monde digital. Elle aussi, maintenant, s'est lancée dans le digital vraiment à fond. Et du coup, oui, on est cette équipe-là où elle me dirige beaucoup. Mais c'est quand même moi qui... c'est mon esprit. Mon Instagram, c'est moi, en fait. Je me rends compte que l'Instagram, ça doit être nous-mêmes. Ouais. Les gens qui vous suivent, ils doivent suivre une histoire, ils doivent se mettre à la place de quelqu'un. Et je suis très présent, je réponds aux commentaires, aux messages au maximum. C'est ma communauté aujourd'hui. D'accord. Ouais. Et du coup, là, donc, tu es de retour au Prince de Galles depuis quelques temps. Objectif 2e étoile, j'imagine. Beaucoup d'objectifs, ouais, beaucoup d'objectifs parce que j'ai réappris tout, j'ai goûté un peu, comme je t'ai dit, à la com avant. Donc objectif, voilà, 2e étoile, partie gastro, remettre un Tea Time sur pied parce qu'il y avait plus personne. On vendait 6 Tea Time par week-end parce qu'il y a eu une transition entre Yann et moi de 6-7 mois. C'est donc des personnes qui viennent à l'heure du temps. Voilà. C'est le samedi, c'est de 15h à 18h, tu viens et t'as cet esprit Tea Time, c'est vraiment, vraiment canon. Et nous, on a quasiment toute la partie sucrée à ce moment-là, donc grosse partie pour nous. Je reviens là-dessus parce que je pense que c'est vraiment je l'ai, pour le coup, je crois pas l'avoir. Si, je l'ai fait au Péninsula, je pense. Enfin, voilà, il y a les palaces qui s'y remettent. Ouais. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est sympa, mais je pense que c'est un moyen accessible de goûter à la pâtisserie sans se faire un repas à 200 €, quoi. Donc j'apprends ça. J'ai mon Instagram qui, mine de rien, je sais pas, je pars de la réserve et si je dis pas de bêtises, je dois avoir un peu moins de 10 000 peut-être. Parce que j'ai pas le temps, parce que voilà. Mais donc j'arrive au Prince de Galles et objectif remettre l'équipe d'aplomb parce que du coup Yann est parti avec du monde normal, moi j'arrive avec 2-3 personnes, remettre toutes les cartes à jour, se lancer directement dans le créneau parce que comme j'avais rien prévu et que tout va très vite, la bûche, la galette et tout, les cartes, les saisons et tout, donc j'y suis allé de nouveau, je me suis je me suis lancé dans un truc de nouveau Barjos, de nouveau pendant 1 an. Remettre les compteurs à plat, j'ai eu des budgets, j'ai eu enfin bref, la vie d'un hôtel. C'était ça mes plus gros objectifs. Déjà, créer ma dalle, créer ma base, donc mon équipe, remettre un peu d'aplomb les cartes, refaire 2-3 produits phares histoire de communiquer dessus.
et surtout voilà, construire une équipe sur qui je peux. Et donc là, t'as 32 ans, c'est la première fois de ta vie de pro, enfin depuis que t'as 16 ans, que tu peux presque souffler un peu. Ouais, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que quand même, la première année, pour subvenir à la com, pour être présent sur tout, pour être présent sur les cartes, pour être présent sur la deuxième étoile, il faut être là tout le temps, faire des essais tout le temps, et en même temps, il y a la prod, parce que ton équipe est pas prête, t'as pas les 2 sous-chefs que tu dois avoir. Donc c'est quoi ta journée, toi, type? À l'époque, enfin, non, la première année. Là maintenant. Aujourd'hui, c'est quand même entre 10 et 12 heures de boulot par jour. Donc t'arrives à quelle heure? Alors ça, j'ai pas d'heure. Je peux arriver le matin à 6 heures. Ouais. Comme à 10 heures. Ouais. Je peux couper l'après-midi de 15 heures. Je peux couper ou non. D'accord. Et je peux partir à 22 heures comme à 2 heures du matin. Mais si je dois faire une générale, je fais quand même, je dirais, 8 heures, 23 heures. D'accord, oui. Néanmoins, là, je suis vraiment dans une phase aujourd'hui, là où on se parle, où j'ai vraiment mon équipe qui est vraiment prête. Ouais. Et je le sens, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 2 petits mois là, depuis que je prépare mes MOF en fait. Ouais. C'est depuis janvier que j'ai tout délégué parce que je m'entraînais beaucoup et que je me suis dit, et c'est là que j'ai appris à savoir que je pouvais leur faire confiance. Et parce qu'au début c'est dur de déléguer, hein, c'est dur de faire envoyer un produit à un magazine. Et je vais essayer d'accélérer parce que je me mets pour objectif d'aller en dessous d'1h45. Okay, sinon on est je voudrais quand même vite fait parler du meilleur ouvrier de France, le MOF comme tu dis. C'est quoi l'objectif derrière ça? Parce que déjà il y a 2 choses que je me dis quand on en parle, c'est le fait d'en parler. Est-ce que ça peut pas te porter préjudice? Parce que comme c'est un truc de jugement, on se dit le mec il en parle. Ah si. J'ai vu ça dans la presse, etc. Bien sûr. Et du coup, il y a un côté où un peu pression sur le jury, j'en sais rien. Si. Ouais. En plus, c'est vraiment une communauté. Ils aiment bien te savoir que tu bosses beaucoup et en même temps, il faut bosser beaucoup. C'est pas vraiment que, mais c'est des codes, ça reste des codes, c'est un concours, c'est des gens qui sont passés par là, qui ont beaucoup bossé pour. Néanmoins, je bosse beaucoup pour. C'est pas parce que je m'obstrue 2 heures ce soir que je bosse pas, que je suis pas au labo depuis 6 heures ce matin. Tu leur fais leur com aussi, tu parles d'eux, mais oui, et qu'en plus de ça, mais aujourd'hui je suis ouvert. Je devrais pas dire ça. Je me suis lancé dans le MOF parce que j'arrivais à un stade de ma vie où lessive. J'ai eu ma place de chef, j'ai fait ces 1 an où j'ai découvert la com et je me suis amusé avec. Mon compte Instagram est monté en 1 an à 40 000. Maintenant, ça monte comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis un mec à challenge et c'est comme ça. Et ma femme m'a toujours poussé à faire ça parce qu'elle m'a dit, ça, ce sera pour toi. Mais je savais aussi que c'était un boulot hors norme et je me suis lancé dans les MOF. Je me suis inscrit l'année dernière. J'avais ça en tête, je me suis lancé, j'ai passé les sélections en janvier et j'ai eu beaucoup de travail, vraiment, j'ai eu 6 mois de travail acharné parce que les MOF, c'est pas ce que je fais tous les jours, c'est quand même de l'artistique, des choses que je fais un peu moins. Là, t'es dans la pure création. Ouais, voilà. Mais j'y vais quasi seul parce que d'habitude t'es entouré de coachs, Enfin, quand t'es dans le milieu des concours, j'ai jamais fait vraiment trait de concours. Moi, je dis toujours, mon concours, c'est ma carrière. Toutes les places à lesquelles j'ai couru, j'ai eu, en fait. Et là, j'y vais. 1 mois avant le concours, j'appelle quand même un meilleur ouvrier de France qui vient me voir et qui me file 2-3 tuyaux, que je remercie beaucoup, qui est Yann Brice, qui est lui aussi meilleur ouvrier de France. Et puis, j'y vais comme un acharné. Sélection, là. Sélection, mais qui est donc, déjà dans le métier. C'est combien de personnes? Alors, c'est 70 dossiers. Ouais. 50 qui sont sélectionnés pour l'épreuve. Ouais. Et le jour J, 30 parce que t'as 20 désistements. D'accord. Et sur les 30, t'as une épreuve de 15 heures à Issy-Saint-Jean, à Saint-Étienne, où t'as plus de 150 produits à sortir. Et il y en a qu'un qui gagne. Non. Il y en a 15 qui ont été retenus pour la finale. D'accord. Et donc en tout, sur les 70 premiers, t'en as quand même 15. Et pour moi, c'était déjà vraiment d'être en finale, une finale. Ouais. Et je suis passé et je pense que je suis passé avec une bonne note en pratique, peut-être moins en artistique, mais c'est là que je travaille tous les jours en ce moment. Je travaille mon artistique. Et là, c'est parti pour en octobre. Donc, on a 6 mois pour se préparer. On a un sujet qui va tomber là dans les mois qui viennent pour cette fois-ci 26 heures d'épreuve
sur 3 jours. Et là, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis là ce soir, mais ce matin, j'ai tiré du sucre, j'ai fait du chocolat. Je travaille ma com et je travaille des projets à côté parce qu'aujourd'hui, oui, je me suis lancé dans les MOF, mais à côté de ça, ma femme a beaucoup de contacts et elle m'a eu une maison d'édition. C'est un peu la première fois que j'en parle. Pareil, j'en parlais pas avant parce que c'était pas signé, mais oui, je vais éditer un livre. Donc de recettes. Ouais, D'accord. mais qui est complètement fini. Non, mais qui est complètement fini. Comme ça, je peux me concentrer 100% sur les MOF. D'accord. Qui a été fait l'année dernière, toutes les photos et toutes les recettes. Donc là, c'est plus sur une partie, c'est ma graphiste qui est dessus, qui monte tout le projet et tout. Et moi, je peux me concentrer vraiment à fond sur les MOF. Et d'ailleurs, on a vraiment mis stand-by. Il sortira après le concours. Donc vraiment, c'est vraiment ça que le message que je passe aujourd'hui. Mais voilà, tous les jours, j'y vais. Et faire des pièces en chocolat, des pièces en sucre, c'est ça que je m'entraîne tous les jours. Donc voilà, j'ai 2 bébés, un qui est déjà fait, qui est de côté, j'y tiens aussi beaucoup parce que ça va être c'est en dehors du MOF, mais pour finir sur le MOF, voilà, aujourd'hui j'attends le sujet, je peux pas t'en parler plus parce que je l'ai pas. Non, mais bien sûr, parce que je l'ai pas. Non, mais c'était pour comprendre un peu Mais voilà, aujourd'hui c'est ça. Ouais. J'y vais avec la niaque comme jamais. J'ai pas une armée de coachs, mais j'en ai 2-3 qui me suivent. Je vais passer un été, je pense, dans le labo, même plus. Un peu plus, ouais. Je sais pas comment ça va se passer. Mais j'y vais en tout cas tête baissée. C'est rare que quand tu le passes la première fois, tu l'as. Et c'est toujours ceux qui l'ont au bout de la deuxième fois, c'est tous les 4 ans. Donc si je les passe, ce sera dans 4 ans. J'aimerais beaucoup l'avoir, je te cache pas. Ouais. Mais je vais me donner les moyens pour, en tout cas. Après, je l'ai pas. Pour moi, c'est pas. C'est une épreuve de plus, mais je veux dire. C'est pas fatal pour moi parce que je le retenterai dans 4 ans, parce que c'est vraiment une passion pour moi. J'ai adoré m'inscrire et ce challenge, je l'ai adoré, et cette communauté de gens que j'ai rencontrés sur le concours, j'ai quand même voilà, il y a un feeling qui est passé. J'aime ce côté et je pense que je l'ai en moi, ce truc de transmettre la pâtisserie. C'est aussi la création, mais c'est aussi être MOF, c'est transmettre le métier. Ouais. C'est rentrer quelque part et pas dire je sais faire le plus beau gâteau, mais voilà, je sais mettre quelqu'un dans le droit chemin et de lui dire voilà, transmettre cette passion que j'ai, je pense. Alors si je l'ai pas là, je l'aurai dans 4 ans, parce que là ils se préparent toujours 4 ans, les gens. Moi, je me suis préparé 1 an, mais je vais rien lâcher parce que voilà, c'est un concours et ne sait-on jamais. Hein, t'es un travailleur acharné. Hein. Voilà. Donc... Et du coup, c'est assez beau comme approche, que toute la manière dont tu bosses donc c'est vraiment un point commun entre beaucoup de gens que je peux voir. Et du coup, ce bouquin, pour en dire 2 mots de plus, donc qui sortira d'ici la fin de l'année. C'est quelque chose d'accessible. Je veux dire, moi, j'achète ça, je peux me dire demain, je vais faire des. Ouais. Mais en fait, c'est comme ça que là, j'ai pris un tournant aussi il y a pas longtemps. C'est que j'adore mon métier. Sortir le top du top, mettre des challenges, sortir les plus beaux gâteaux, les plus belles créas, c'est mon métier. Mais à côté, j'ai découvert une nouvelle passion. C'est faire des gâteaux à la maison, sans matériel pro. Et mais vraiment dans le côté ludique. Et ça, c'est Instagram qui me l'a ramené, parce que j'ai été proche de gens qui font des gâteaux à la maison, qui nous suivent et qui ont envie de refaire. Je vois les gens qui refont nos gâteaux, mais qui ont du mal. Et aujourd'hui, je pense qu'on transmet une émotion aujourd'hui avec nos gâteaux, et on peut les transmettre avec un éclair chocolat, on peut les transmettre avec un flan. Il y a 3 jours, chez moi, j'ai fait un carotte cake et ma femme était aux anges. Je pense que c'est une émotion qu'on transmet pas forcément dans une forme. Mais aujourd'hui, je dis toujours, je préfère travailler le goût d'un produit au lieu de travailler l'extravagance d'une forme. Il y a YouTube qu'il faut travailler aussi là-dessus. Alors ça va arriver, ça va suivre. Je vais ouvrir une chaîne liée à ce bouquin-là. Ça va être un gros produit, ce bouquin-là, parce que en fait, j'ai voulu éditer mon carnet de recettes de la maison. D'accord. Parce que mon petit frère m'a demandé une recette, ma tante m'a demandé une recette, ma mère me demandait des recettes. Il y a le marbré de ma mère qu'elle me faisait à l'époque. C'est vraiment, et c'est même c'est pas vraiment de la storytelling, hein, c'est vraiment, je me suis toujours dit il y a 2 ans, j'ai dit à ma femme, c'est ça qu'il faut, en fait, c'est ce Moleskine là qu'il faudrait éditer. Ouais. Et bien sûr, je l'ai fait à ma façon, je l'ai tourné avec moi, parce que si tu regardes sur mon Instagram, j'ai une photo avec du chocolat sur la tête. C'est moi. Je l'ai vu, je vois très bien. C'est moi, en fait. Ouais. Aujourd'hui, je suis chef pâtissier d'un hôtel. Je suis très rigoureux, et le soir, je vais envoyer un dessert, et même, je vais te sortir le plus
rigoureux des desserts et j'ai travaillé avec les plus grands, mais j'ai aussi envie de côtoyer aujourd'hui j'ai envie de rencontrer. Quand tu m'as appelé, j'ai tout de suite envie de venir parce que rien que le fait de rencontrer quelqu'un et de lui dire, d'aller dans sa cuisine et de lui dire viens on fait un gâteau ensemble ce week-end. En fait c'est un carnet que tu vas pouvoir mettre dans ta valise. J'achète tout au Super U ou dans les supermarchés que t'as à côté de chez toi. Y a rien que tu peux pas trouver à proximité. Même les moules, c'est Tefal, c'est des gens comme ça qui m'ont donné un peu de matériel, Moulinex et tout. Et sans promouvoir, je m'en fous, c'est vraiment le but premier. Et aujourd'hui, j'ai réussi à mettre mon petit frère qui est expert comptable à faire des gâteaux. Il partait de rien à faire et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens comme ça à conquérir, et je pense que si demain j'arrive à te faire un gâteau le samedi, moi ce sera une il y en a victoire. Une qui se débrouille très bien là-dessus, c'est que j'aimerais beaucoup avoir aussi sur le podcast, c'est Roxane avec ses filles et voilà, et tu sais que moi c'est une pâtissière que j'ai découvert par le biais de ma fille en fait, de 6 ans. Et c'est vraiment la folie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup à jouer, je pense. Mais aujourd'hui je tourne en fait, il y en a beaucoup qui arrêtent et qui prennent le côté maison. Moi, je suis allé jusqu'à ma place de chef, je l'ai crédibilisé. Je vais même plus loin, c'est que je suis en finale des meilleurs ouvriers de France aujourd'hui. Et à côté de ça, je vais me mettre avec toi et je vais faire un gâteau avec toi et je vais le publier sur Instagram et je vais publier le gâteau qu'on va faire parce que j'ai pas besoin de dire à tout le monde que je sais faire. Je vais aussi le montrer parce que les gens ont aussi, même les gens comme toi ont aussi envie de voir. Mais je pense que l'émotion qu'on aura fait, avec Alexia par exemple, elle m'a appelé, j'ai dit oui direct. On a passé une super journée. Alexia Savet, qui a fait son parcours d'éclosion. J'ai passé une journée avec des gens qui ont eu besoin de se rapprocher de la bouffe. Enfin, j'ai trouvé ça ouf. Pour moi, c'était un défi de faire des gâteaux avec elle aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a elles étaient vraiment réticentes. Et en fait, avec un gâteau, on a réuni et j'ai rencontré des gens, on s'en foutait du gâteau. Avec des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Voilà. Donc la notion de l'aspérité avec la nourriture est quand même très compliquée, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous de trouver maintenant en tant que chef le devoir de faire quelque chose, en fait. Oui, j'ai mon métier et je vais pas l'arrêter demain parce que j'adore faire ce que je fais, mais j'ai aussi envie de sortir, d'aller faire des choses et d'aller rencontrer des gens et de voir le plaisir des gens. Comme mon petit frère m'envoie la photo de son brownie, quoi, un brownie, mais j'ai l'impression de voir moi quand je faisais le marbré, quoi. C'est assez marrant parce que donc ça fait un bon bout de temps qu'on parle maintenant et on sent même dans la manière dont tu décris ton parcours que t'es passé et que t'es en train de passer, je dis-moi si je me trompe, mais d'un moment où t'as beaucoup appris et on te sent encore presque dans ce moment qui est tout récent en fait, de personnes à un moment où t'es en train de commencer à transmettre et donc de l'exécution à la création, maintenant à la transmission. Ouais, c'est ça. Et t'es pas encore complètement passé. Non. Et c'est super beau. Moi, je passe un très bon moment. Je pense que ce qu'on fera, c'est que on refera un épisode dans 6 mois, 1 an, après, quand t'auras passé toutes ces belles épreuves qui t'attendent entre le MOF et le livre. En 2 petits mots, des petits secrets au quotidien, des choses qui te font tenir dans toute cette masse de travail, des soupapes dans ta vie. T'as des choses comme ça, un petit peu des petits secrets? Ouais, bien sûr. Alors là, c'est pas mais ma femme, beaucoup. Enfin, je veux dire, quand je passe des grosses journées, que ce soit elle ou moi, on coupe tout, on prend un week-end, on va à Deauville et on se change la tête. Mais c'est devenu un vrai Parisien. Ouais, mais bon, mine de rien, c'est là où quand on travaille beaucoup, on peut s'échapper, on prend la moto, on y est en 1h30 et on va taper 2-3 balles au golf en haut et puis après on va se mettre sur... C'est le cliché, et en même temps, après j'ai Biarritz, j'ai un pote à Biarritz, fantastique, Biarritz. Pareil que j'ai rencontré chez Fauchon, donc on prend un billet, j'y étais encore dernièrement, voilà, c'est Biarritz, Deauville, Forbach, bien sûr, voir la famille, et j'ai le sourire tous les matins. Tous les matins, je me lève, j'ai le sourire. Je me suis tatoué un sourire sous le poignet parce que je suis rigoureux, je suis tout ce que je suis, mais je pense que je vois là-dedans pas les problèmes en fait. Je vois pas les problèmes et je me préoccupe pas trop des problèmes ennuyeux en fait. Enfin, il y a des gens qui sont là, enfin il y a des problèmes positifs et des problèmes négatifs, et les problèmes négatifs j'arrive à les balayer. Aujourd'hui c'est des plus ce qui m'entoure. J'ai ma femme, je suis marié, j'ai mon job, je suis chef pâtissier avenue Georges V à Paris.
On habite aujourd'hui à Opéra, dans un appartement qu'on s'est acheté, qu'on a refait à neuf. J'ai l'impression qu'il y en a eu plusieurs. Je serais bien rentré là-dedans, mais on y revient. Non, mais voilà. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait sourire, c'est qu'à 17h, 19h, je dis à mon équipe, ce soir, je coupe. Je prenne ma femme, on va, ou même on rentre à la maison, on se cuit des asperges. En ce moment, elle me fait des asperges tous les soirs. Non, mais c'est cool, quoi. Elle cuisine, elle reprend le goût parce qu'on a passé une grosse vague en 7 ans. Là, ça va faire 7 ans. Et là, pour moi, j'ai une nouvelle vie qui commence. Et là, tu vois, j'apprends le podcast, j'avais jamais fait, j'en fais un soir. Ouais. J'apprends quand même et je fais attention à tout ça et je me nourris de tout ça parce que je pense que c'est c'est mon futur. Bah écoute, ouais, je pense que c'est ton futur. Voilà. Je suis vraiment ravi, Nicolas, d'avoir passé moi aussi, merci beaucoup. Moment. Si, comme d'autres, comme toi, ils découvrent le podcast, l'important pour moi, c'est de s'abonner sur iTunes, de noter le podcast. C'est comme ça que je gagne des followers. Donc, je vous remercie de le faire. Et puis, je te dis merde pour tout ça parce que voilà. Et bravo pour déjà ce beau parcours. À bientôt, Nicolas. Merci beaucoup, Mathieu. C'est moi qui te remercie. À bientôt. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.